Alors, bonjour. Alors, donc, mon nom est Sylvain Bélanger, donc il me fait plaisir donc, de vous de l'accueillir pour cette petite conférence sur la spirale évolutive. Alors, Dominique vient de bien me présenter, donc je ne sens pas le besoin de revenir sur ce que j'ai dit, sur ce qui a été présenté, mais je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer d'où vient la spirale évolutive. C'est arrivé au départ, une certaine nuit, j'ai fait un rêve. Et ça fait plusieurs années de ça, hein. Et ce rêve-là a été un rêve qui est avec des images très précises, avec des informations très précises concernant justement l'idée d'un projet, hein, moi je reconnaissais comme un projet qui me parlait beaucoup, dans lequel je faisais un peu une synthèse de mes observations en tant que thérapeute intuitif. Parce que ça fait quand même près de 30 ans que je fais des lectures intuitives des champs énergétiques des personnes. Et ça fait également près de 25 ans là, que j'enseigne le développement de l'intuition et des soins de guérison. Et puis, quand ce rêve-là est venu, ce que ça me disait, c'est qu'on me proposait quelque part l'idée d'un projet qui présenterait un peu comme une typologie de la conscience humaine et qui tournait autour des chakras. Et comme c'était très visuel, ce rêve-là, c'était clair pour moi qu'il y avait un jeu de cartes qui allait être conçu autour de ce projet-là. Et donc, j'ai voulu très volontairement, avec la volonté donc de vouloir réaliser ce projet rapidement. Donc, j'ai fait un jeu de cartes qui n'a pas encore été publié comme tel parce que, bon, il y a des événements qui ont fait que j'ai un petit peu reculé parce que je constatais que lorsque je parlais de ce projet-là, dans des conférences, par exemple, je sentais quelque part que ça bougeait en moi, c'est-à-dire que ce que je proposais comme langage intuitif, comme typologie, il y avait des changements qui s'effectuaient à mesure que j'en parlais. Donc, je ressentais le besoin, j'ai mis un petit peu sur la glace certains projets autour de cette typologie-là. Et il est venu, donc, ma motivation est venue de me dire, bien, la première chose qu'il faudrait que j'écrive, c'est un livre qui présenterait vraiment les fondations de l'approche de la spirale évolutive. Et c'est venu donc avec le projet qui est en cours actuellement, qui va être publié d'ici quelques temps, qui présente donc la fondation de l'enseignement. Viendra ensuite un jeu de cartes et d'autres projets autour de cette typologie-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la spirale évolutive? C'est une vision, en fin de compte, que j'ai eue qui permet pour moi de me donner l'opportunité de présenter ce que moi j'ai observé à travers les 30 années de pratique que j'ai eues. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y avait dans un premier temps, 7 expressions de l'être humain. Alors, si on tient compte, par exemple, de certains travaux ésotériques comme Alissa Bailey, par exemple, que certains peut-être connaissent, elle parlait des 7 rayons. Et puis moi, cette auteure-là, elle m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, maintenant il y a très longtemps. Et cette pratique-là, quelque part de cette dame-là, me proposait l'idée qu'il y avait 7 rayons, 7 énergies fondamentales chez l'être humain. Et ces 7 énergies, évidemment, elles pouvaient se développer dans notre structure qui sont associées au chakra. Et puis moi, c'est ce que j'avais envie donc de mettre en place, c'est un peu le concept de dire, ben voilà, cette spirale évolutive, c'est effectivement, c'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de me relier à l'énergie tellurique de la Terre, à l'énergie du ciel, mais également d'être capable donc de recevoir ces 7 énergies fondamentales, puis être capable de les accueillir de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer en moi de la façon la plus équilibrée possible. Alors, c'est là que finalement, donc, j'ai défini 7 familles d'âmes que je vais vous présenter. Et ces 7 familles d'âmes-là, finalement, représentent la collectivité humaine. C'est-à-dire que nous avons tous ces 7 composantes-là en tant qu'être humain. Et il y a des composantes en nous que nous avons fortement développées. Nous arrivons sur Terre avec des énergies qui vont naturellement se développer plutôt que d'autres. Et comme on est tous différents, ben, il y a des gens qui vont davantage avec une certaine couleur, d'autres avec d'autres couleurs qui vont les dominer un peu. Et c'est ça un peu qui est venu, donc, cette idée de la spirale évolutive. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être vous commencer. Je vois qu'Anis, peut-être, voudrait me poser une question. Anis, peut-être, tu peux me poser tes questions si tu veux. Puis moi, je répondrai par le chat ou bien par la voix audio, mais peut-être par le chat, c'est peut-être plus simple pour éviter de jouer avec les micros et tout ça. Donc, je vais continuer, puis je répondrai à tes questions quand tu m'en feras part. Alors, évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, bien évidemment, vous me le faites part dans le chat, et puis moi, je vais simplement donc vous répondre. C'est une erreur d'Anaïs, donc pas de problème, Anis. Alors, on continue. Donc,
ces sept familles d'âmes-là, finalement, sont reliées donc au développement de la conscience humaine aussi. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces sept familles d'âmes-là, puis on va finalement découvrir que ces sept familles d'âmes-là sont donc des énergies originelles qui sont vraiment à l'expression pure de l'être humain que nous sommes tous. Alors, la première famille d'âmes, c'est Ryo Chakra Racine et c'est les bâtisseurs. Alors, qu'est-ce que sont les bâtisseurs? Bien, ce sont les êtres humains qui sont arrivés sur Terre, les tout premiers, pourrait-on dire, et qui sont finalement découvert la planète. Alors, en découvrant la planète, ils avaient donc peu de moyens. Hein, ils n'avaient pas de moyens technologiques. C'est vraiment les êtres humains d'origine qui se retrouvent à devoir finalement tenir compte des besoins qui sont en eux, hein, les besoins de se nourrir, les besoins quelque part de se protéger du froid, de se protéger de la chaleur, etc., d'avoir un lieu, d'avoir une petite cabane s'il y a des intempéries. Bon, c'est vraiment la notion, à quelque part, vraiment de besoins de base qui se retrouvent là. Et les bâtisseurs, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ces êtres-là ont dû découvrir le monde terrestre, c'est-à-dire ont dû découvrir que la planète Terre fonctionnait avec des règles et des lois. Ces règles-là, ce n'est pas moi qui les ai définies, ce n'est pas vous non plus, c'est la vie. Je suis arrivé sur Terre, moi, avec une planète qui avait comme une façon de fonctionner. Et puis moi, ben, j'aurais beau dire que je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner-là, ben, la planète Terre, elle est ce qu'elle est. Donc, les bâtisseurs ont dû, finalement, à travers le temps, accepter les lois humaines et d'une certaine façon, les honorer, c'est-à-dire de reconnaître que ces lois humaines-là, finalement, sont des lois parfaites, des lois divines, en quelque sorte, et qu'il fallait qu'ils s'adaptent à ces lois-là pour parvenir à fonctionner, pour parvenir à vivre, puis à exister, puis à trouver une expression plus équilibrée d'eux-mêmes. Donc, vous avez cette première famille d'âmes-là, elle est donc reliée à des gens qui vont chercher donc à construire dans le monde terrestre, dans le monde de la matière, en accord et en harmonie avec les lois de la vie. Alors, c'est intéressant parce que quand on pense à cette idée-là de vivre en harmonie avec les lois de la vie, déjà, si on regarde aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, il y a un problème. Il y a un problème parce que finalement, on découvre aujourd'hui, on se réveille tout à coup, on se dit, mon Dieu, je viens de me réveiller, je viens de découvrir que les ressources de la planète Terre, il y en a de moins en moins. On est en train de polluer la planète, on est en train de dévitaliser la planète parce qu'on n'a pas respecté son rythme, on n'a pas respecté sa façon de fonctionner. Alors, vous comprenez que le bâtisseur, à l'origine, c'est quelqu'un qui va donc honorer la planète Terre, puis il va chercher justement à la sacraliser. Hein, je pense entre autres à l'agriculteur. L'agriculteur, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, pour avoir des fruits et des légumes, il va s'adapter aux lois terrestres pour chercher à avoir les fruits et les légumes les plus équilibrés possibles. Donc, vous comprendrez évidemment ici que le bâtisseur avait cet objectif-là. Puis avec le temps, malheureusement, l'être humain s'est perdu en chemin. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est perdu en chemin? Ben, il a, dans un premier temps, on peut certainement penser, évidemment, qu'il s'est perdu en chemin parce qu'il a été blessé. Alors, on amène cette notion de blessure fondamentale de l'être humain, c'est-à-dire que dans chacune des familles d'âmes, il y a des blessures émotionnelles et ces blessures émotionnelles-là vont nous éloigner de notre nature fondamentale. Donc, moi, en tant que bâtisseur, ben, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été capable d'exprimer ma nature équilibrée? C'est que j'ai été abandonné. C'est la blessure associée au bâtisseur. Et cet abandon-là a fait que moi, j'ai développé comme des réactions énergétiques qui sont plus ou moins équilibrées. Là, je vais vous en présenter deux. Sachez qu'il y a 56 états de conscience, 56 principaux états de conscience associés à cette typologie dont je vous parle. Et là, on va vraiment réduire ça pour éviter que ce soit trop long. Donc, on va vous parler de deux états associés au bâtisseur, l'état de l'hypo et de l'hyperactivité. Donc, l'hypoactivité, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où moi, en tant qu'être humain, devant la blessure de l'abandon, je vais à quelque part me retirer de la région de mon bassin, de mon chakra racine. Je vais plutôt à quelque part que de l'habiter, je vais la retirer en me disant non, non, je ne veux pas vivre cette énergie-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtisseur est quelqu'un qui est équilibré face au monde terrestre. Quand je me retire de cet équilibre-là face au monde terrestre, je ne vais donc pas accepter l'abondance. Je vais donc chercher à me mettre dans une position. Il y a un terme qui indique bien ça, c'est cette notion de simplicité volontaire. C'est-à-dire que plutôt que d'envisager que la vie pourrait que la planète pourrait m'apporter l'abondance, moi, je vais me dire, non, non, moi, j'en veux pas d'abondance, je veux juste me contenter de ce qui est essentiel pour que je puisse survivre.
Ça, c'est l'état d'hypoactivité. L'état d'hyperactivité qui veut donc dire que à ce moment-là, face à l'abandon, je vais fortement réagir dans mon chakra racine. Je vais mettre beaucoup d'énergie dedans. Mon énergie va devenir hyperactive. Et là, à ce moment-là, je vais devenir ce qu'on pourrait appeler le matérialiste. Le matérialiste, c'est celui, justement, qui va devenir tellement désireux d'accumuler de la matière, parce que lui, il va tellement porter son attention vers la matière, puis tellement vouloir la combler de matière pour finalement ne plus se sentir abandonné, qu'il va devenir finalement complètement orienté sur cette notion d'accumulation de la matière. Alors, vous comprenez ici que quand on parle de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, présentement, on peut certainement penser que le bâtiment hyperactif a été prédominant dans la façon de fonctionner socialement parlant, parce qu'évidemment, on est devenu des êtres complètement omnibulés par la matérialisation, le matérialisme plutôt, dans lequel on cherche donc à ne pas tenir compte des lois terrestres, mais on cherche par contre à finalement tout le temps chercher à avoir plus, avoir plus, avoir plus. Cette idée de réussite sociale nous laisse croire que c'est par le seul moyen de cette accumulation-là qu'on peut se sentir valorisé, etc. Donc, vous comprendrez ici que le bâtisseur est une famille d'âmes qui avait la capacité, donc, et qui a toujours cette capacité de se relier à la planète Terre et de la respecter dans ses règles, ses lois. Et évidemment, dû à la blessure émotionnelle, on s'est éloigné de l'expression juste de ça pour finalement entraîner, bon, dans l'exemple que je vous donne, deux excès, hein, l'hypo et l'hyperactivité. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, puis je prendrai le temps d'y répondre. Là, on me parle de bio. J'ai fait ma bio précédemment. C'est une question, je pense que on avait présenté, Dominique m'a présenté un petit peu, donc je n'avais pas le souhait de revenir là-dessus nécessairement. Mais s'il y a des précisions qu'on veut me demander, il n'y a pas de problème. Donc, la deuxième famille d'âmes maintenant, c'est le communicateur. Et le communicateur, c'est donc relié au chakra sacré. Et cette idée donc du communicateur, justement, qui se met en relation avec ce chakra sacré-là, quelque part, ben, c'est ce fait à travers le développement humain. C'est-à-dire que le bâtisseur, lui, c'est un peu la naissance. Je me sens abandonné parce que, quelque part, mes parents ne sont peut-être pas omniprésents comme j'en aurais besoin, ce qui va faire que je vais vivre l'abandon. Le communicateur, lui, finalement, se développe, il commence à se développer en tant qu'enfant. Et se développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire dévoiler un caractère. Le caractère, c'est ma relation que j'ai à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que moi, je découvre que je suis Sylvain Bélanger, je suis un petit enfant et je découvre que Sylvain Bélanger a des façons de fonctionner. Hein, par exemple, il peut être très insécure, il peut être très peureux, etc. Alors que d'autres ne vont pas être peureux du tout, ils vont être très téméraires. Donc, on découvre finalement qu'on est ce qu'on est. Et évidemment, on espère que notre entourage, nos parents, vont nous accueillir tels que nous sommes, même si nous sommes différents. Alors, ça, c'est dans un contexte plus individuel. Dans un contexte plus collectif, le communicateur est venu, au niveau historique, est venu certainement avec la venue de l'agriculture, est venu également avec la venue de la navigation. C'est-à-dire que c'est là qu'on a permis justement à ce qu'il y ait des petites structures, hein, des petits villages, des choses comme ça. On a commencé à mettre en place des endroits où on pouvait justement collaborer entre nous et développer des relations les plus authentiques, les plus vraies possibles, puisque le communicateur, sa particularité, c'est que parce qu'il apprend à se découvrir, ben, il apprend justement à assumer ce qu'il est, puis il apprend également aussi à se relier à d'autres êtres humains qui vont être capables d'avoir une relation vraie avec lui. Ça, c'est l'objectif du communicateur. Donc, on n'est pas dans une volonté de raconter des histoires à quelqu'un. On est à la volonté d'être vrai, et d'être capable d'exprimer cette vérité. C'est-à-dire, moi, je me reconnais, je découvre qui je suis, et parce que je découvre qui je suis, j'ai envie de le partager avec d'autres êtres humains, tel que je suis, et de recevoir de cet être humain-là un échange vrai également. C'est vraiment la notion d'authenticité qui va ressortir chez le communicateur, et cette authenticité-là, elle est étroitement reliée, donc, à une forme donc, de transparence, etc., etc. Puis, évidemment, la blessure émotionnelle du rejet, ben, elle va se développer au moment où, justement, l'être humain va sentir qu'il n'est pas accueilli ou accepté comme il le souhaiterait, comme il le voudrait, par son entourage. Donc, c'est là qu'il va y avoir effectivement cet éloignement de l'expression fondamentale, l'essence fondamentale du communicateur,
qui vont générer donc certains états de conscience, certaines conditions énergétiques qui vont indiquer des perturbations, puis qui vont éloigner l'expression juste du communicateur. On va s'en éloigner pour amener un autre type de développement. Alors, encore une fois, je vais vous présenter l'hypo et l'hyper pour faire un peu une genre de présentation de à quoi ça peut représenter. Donc, le communicateur, justement, qui se retrouve dans cet état de blessure, du rejet, va donc soit se retirer du chakra sacré, donc ça va entraîner une hypoactivité de cette région-là. Alors, une hypoactivité, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part que le rayonnement énergétique de la région est très faible, un point qu'on pourrait même se dire presque absent. Alors, ça veut donc dire que l'individu n'a pas appris, lui, à apprivoiser l'énergie associée au communicateur en lui, ce qui veut donc dire qu'il va finalement être un peu pauvre par rapport à la composante du communicateur qui est en lui. Alors, ça va finalement faire quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Je suis un communicateur, j'aurais envie d'être vrai, d'être authentique, mais comme je me suis senti rejeté, je me renferme sur moi. C'est le cas de l'hypoactivité. Et ce renfermement-là m'amène à être susceptible. Pourquoi être susceptible? Parce que comme je suis renfermé sur moi, que je ne dis pas ce que je veux, ce que je suis aux autres, parce que je n'ai pas d'être rejeté, je m'attends à plein de choses des gens. Je regarde les gens autour de moi, puis là, je me dis, ah ben tiens, pourquoi cette personne-là n'est pas venue me dire bonjour? Pourquoi celle-ci, elle ne m'a pas fait un sourire? Pourquoi celle-ci, elle n'est pas venue me toucher l'épaule? Pourquoi? Vous voyez, cette espèce de situation, on est tous renfermés autour de soi et on se construit finalement un scénario dans notre tête parce qu'on se dit que normalement, des gens qui seraient authentiques, entre guillemets, seraient capables de se comporter d'une certaine façon. Mais comme moi, je ne suis pas authentique parce que je garde tout en dedans de moi, bien inévitablement, je ne permets pas une relation authentique de prendre forme. Alors, vous voyez, il y a certains types de catégories d'êtres humains qui vont avoir cette tendance à absorber beaucoup les situations de la vie, puis à ne pas être en mesure de se mettre dans cette position d'authenticité-là. Et de l'autre côté, dans le cas de l'hyperactivité, qui veut donc dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans le chakra sacré, bien, cette forte énergie dans le chakra sacré, ça va se manifester comment? Mais ça va se manifester par un rayonnement hyperactif, hein? C'est-à-dire qu'on va sentir effectivement beaucoup d'agitation dans le chakra sacré. Et cette agitation, bien évidemment, va nous donner l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, un peu de la surchauffe dans le chakra en question. Et c'est là, évidemment, qu'on va pouvoir parler ici du manipulateur. Le manipulateur, qu'est-ce que c'est? Tantôt, je vais parler d'authenticité. Authentique, c'est être vrai. Le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un expert dans la communication, mais il va utiliser la communication pour, en quelque part, manipuler les gens. Alors, manipuler les gens, c'est les séducteurs. On retrouve dans la société actuellement beaucoup ce concept de manipulateur, et je le disais avec sans méchanceté, hein, c'est comme manipulation, on essaie d'être vrai de la mesure que l'on peut. Mais collectivement parlant, on a accepté le mensonge d'une façon assez déroutante. Par exemple, en politique, on a accepté que les êtres humains puissent effectivement faire des promesses électorales et que quand ils sont élus, ben, quelque part, ils négligent complètement cette idée qu'ils avaient promis, hein, quelque part. Ils ne vont pas la faire. On va regarder la publicité, par exemple. La publicité va être finalement reconnue qu'un produit qui n'est pas un produit qui est approprié pour les enfants, par exemple, ben, on va faire de la publicité pour vendre aux enfants ce produit-là. Puis ça va être toléré, ça va être accepté parce que quelque part, on va partir du principe que l'idée, c'est qu'on a quelque chose à vendre et parce qu'on veut le vendre, ben, on va trouver les moyens pour pouvoir le vendre. On va trouver les façons, les biais pour stimuler l'être humain qui est devant nous, qui est par exemple l'enfant, et ça va finalement être quelque chose d'acceptable aussi. Donc, on est loin de l'authenticité. On est beaucoup plus dans un mode de fonctionnement où on se dit, ben moi, j'ai quelque chose à vendre, c'est peut-être très mauvais pour la santé, mais je m'en fous parce que quelque part, moi, je vais pouvoir gagner de l'argent en profitant du fait que les gens sont dépendants du sucre, par exemple. Et je vais donc réussir à gagner ma vie de cette façon-là. Alors, vous comprendrez que là, on est vraiment loin de l'authenticité puisqu'on est dans une position où on va jouer avec les émotions et avec les pulsions et les désirs des êtres humains pour profiter d'eux. On reconnaît aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux sociaux un peu ce phénomène-là. Tout récemment, Facebook on lui a tapé les doigts parce qu'on lui a fait comprendre justement, en tout cas, on aimait l'idée que Facebook aurait tendance à vouloir jouer justement sur les émotions des gens pour stimuler à quelque part les achats, les ventes, etc. Donc, on utiliserait
les fragilités et les faiblesses des êtres humains pour essayer donc d'aller chercher quelque chose. Encore une fois, on est loin de l'authenticité. On n'est pas en train de faire de la bienveillance pour les êtres humains. Et ça, évidemment, donc on retrouve socialement aujourd'hui à quelque part un piège, c'est-à-dire que le communicateur qui aurait dû être dans l'authenticité s'est perdu en chemin. Puis aujourd'hui, collectivement parlant, on est complètement perdu dans ce qu'on pourrait appeler cette forme d'hyperactivité du communicateur, c'est-à-dire cette vision du manipulateur, c'est-à-dire qu'il est normal, et bien tout à fait normal, de finalement mentir aux gens. Parce qu'on veut vendre quelque chose, on va lui mentir. On veut obtenir quelque chose de la personne, on ne va pas lui dire la vérité. Vous voyez, on est dans cette espèce de notion de feindre. Et c'est normal. Et c'est presque stupide de ne pas jouer dans cette façon de fonctionner-là. Et que si on est trop honnête, on va souvent être perdant. Alors, vous voyez, c'est quelque chose là-dedans qui c'est devenu un peu malaisant comme situation, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut remarquer, je pense, chacun de nous. Ensuite, il y a la troisième famille d'âmes qui sont les guerriers. Alors, les guerriers, c'est relié au chakra solaire. Et les guerriers, évidemment, on pense tout de suite à un soldat, à un guerrier, ça m'a mis dans cette notion de puissance militaire. Et on doit comprendre que le guerrier équilibré, c'est un guerrier, justement, qui apprend donc à apprivoiser le plexus solaire, qui apprend donc à déployer une certaine puissance, une certaine force. Mais le guerrier comprend, lui, que cette force-là, elle est utile, elle est importante que s'il est capable de collaborer avec les gens. Je pense à un bon roi. Le roi, quelque part, pourrait très bien dominer son peuple, mais s'il est capable justement de s'assurer que son peuple soit heureux, ben, le roi va perdurer dans le temps parce que le roi va être applaudi, apprécié, aimé parce qu'on va constater que ce roi-là a une certaine forme de bienveillance envers les gens qu'il côtoie. Donc, le guerrier est un chef, est un roi, est un être finalement qui est un dominant, mais évidemment, dans l'idée d'un équilibre, le dominant, ben, quelque part, la meilleure façon de dominer, c'est d'avoir une certaine forme de vision, de collaboration, de reconnaître que les gens qui sont autour de lui ont tous des compétences et des qualités et que finalement, ce chef-là, ben, sa compétence, ça va être d'être capable de reconnaître chacun des compétences de chacun pour qu'effectivement, il y ait une reconnaissance de tous et chacun, puis que lui, en tant que leader, soit capable donc de faire en sorte que tous ces êtres humains-là soient capables de donner le meilleur d'eux-mêmes dans une vision quelque part collective. Et je pense que le guerrier équilibré, c'est ça un peu sa définition. Puis évidemment, il y a toujours cette notion de blessure émotionnelle qui va nous éloigner de cette nature-là. C'est l'humiliation dans le cas du guerrier. Et l'humiliation, bien évidemment, c'est, vous l'avez compris, dans un rapport de force. Quand deux êtres humains se rencontrent, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ben, si le plus fort que l'autre est vraiment veut démontrer vraiment qu'il est beaucoup plus fort que l'autre, il peut chercher à l'humilier pour lui faire comprendre quelque part que jamais il aura, jamais il aura à se relever devant le dominant, parce que sinon le dominant va ensuite de nouveau l'humilier. Donc, la situation fait qu'il y a vraiment une position claire, il y a un chef, et ce chef-là, quelque part, il se retrouve avec des gens à ce moment-là qui sont dominés. Et c'est ça, quelque part, qui va mettre en lumière cette notion d'humiliation, soit que je suis humilié ou soit que j'humilie les autres. C'est ça un peu le concept qui va tourner autour du guerrier qui est perturbé. Et encore une fois, on va se retrouver dans une position de hypo et hyper. Alors, dans l'hypoactivité, évidemment, c'est l'humilié, c'est donc celui qui est dominé. Et dans le cas de l'hyperactivité, c'est celui qui est dominant et qui est donc finalement un chef qui va être dominant, qui va chercher donc à humilier les autres en quelque sorte. Il y a de fortes chances qu'il cherche à humilier les autres pour éviter justement de revivre la blessure de l'humiliation. C'est ça qui va souvent se passer malheureusement. Encore une fois, si on regarde aujourd'hui la société telle qu'on la vit, mais on comprend évidemment que cette notion de dominant-dominé, elle existe encore d'une façon très, très importante. Encore là, on s'est éloigné justement de cette volonté de créer un monde qui aurait été respectueux de la planète, respectueux de l'authenticité ou de la vérité que les êtres humains auraient pu avoir entre eux. Et évidemment, cette notion de reconnaître, oui, qu'il y a des êtres qui peuvent avoir une certaine autorité, mais une autorité bienveillante envers les peuples, envers les gens, envers les collectivités, favorisant donc à quelque part un monde plus sain, plus harmonieux. Et évidemment, tout ça, évidemment, on l'a compris, à quelque part, ça s'explique comment? Mais ça s'explique par l'incapacité de l'être humain à s'harmoniser aux lois divines, aux lois plus élevées que la sienne, à quelque part, d'accepter que quelque chose est plus grand que soi. Et c'est pour cette raison que l'être humain ne s'est pas ouvert, encore une fois, à des expressions plus élevées.
Ce que je pourrais ajouter par rapport aux guerriers que j'ai pas dit, c'est que d'un point de vue collectif, dans l'historique humaine, le guerrier est venu d'une façon plus importante dans l'histoire humaine lorsqu'on a commencé à découvrir le fer et à commencer à forger des armes. Hein, c'est comme ça que le guerrier a pu commencer à s'exprimer dans une expression, évidemment, qui n'est pas nécessairement heureuse, hein, parce que c'est là qu'évidemment, il y a eu des guerres qui ont été beaucoup plus meurtrières, il y a eu des volontés, quelque part, de vouloir dominer d'autres peuples de cette façon-là. Bon, vous voyez, quelque chose de très guerrier qui s'est exprimé là-dedans. Puis on a vraiment oublié quelque part cette notion de respect entre les gens, parce qu'évidemment, cette notion de conquête prenait des formes beaucoup trop importantes à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, il faut bien l'admettre que d'une façon un peu plus subtile, on reconnaît que collectivement parlant dans le monde, cette notion de paix relative dans laquelle nous sommes, il y a plein de, en dessous, sans ça paraisse trop, il y a plein de conflits, il y a plein de dominations, de rapports de force qui s'effectuent dans les différents peuples également. Donc, on est vraiment encore pris dans cette espèce de position, effectivement, où on est loin de cette notion de l'équilibre du guerrier. Ensuite, il y a donc le serviteur qui est venu, donc, qui est la quatrième famille d'âmes. Le serviteur dans l'hiérarchie des chakras est important parce que c'est le chakra qui permet de développer une maturité. C'est-à-dire que quand je développe le chakra du cœur, je commence à me connecter avec une certaine forme de maturité me permettant de me tenir debout, pour commencer. Je dis me tenir debout parce que justement, dans la tradition chamanique, on reconnaît que dans l'hiérarchie des chakras, lorsqu'un être humain développe son cœur, il y a une certaine forme de maturité qui s'est développée. Cette maturité, c'est cette capacité qu'il a de pouvoir s'aimer et de pouvoir aimer. Hein? Alors, c'est important, cette notion de pouvoir aimer et d'aimer. Et c'est une notion d'équilibre. Et quand je suis capable de m'aimer et d'aimer, je suis capable, à ce moment-là, de pouvoir collaborer avec d'autres êtres humains pour créer un monde meilleur. Hein, parce que si je m'aime et que j'aime les autres, je suis capable de trouver des collaborations avec ces êtres humains-là pour arriver à créer quelque chose de plus sain, de plus harmonieux autour de moi. Je reviens souvent avec ce film, le film Demain, entre autres, qui est un film qui est inspirant à ce sujet-là parce qu'il met en évidence des êtres humains qui vivent dans une société qui n'est pas parfaite et qui se disent, moi, j'ai envie de trouver des solutions à l'intérieur de cette vie qui n'est pas parfaite, de trouver des solutions en microcosme me permettant d'amener une amélioration dans la collectivité. Et c'est ça, quelque part, qu'on va retrouver donc chez le serviteur très fréquemment, c'est cette volonté de se dire, parce que je suis devenu mature, parce que j'ai compris que la vie n'était pas parfaite, moi, en tant qu'être humain, j'ai peut-être quelque chose de beau à apporter sur la planète Terre. Et ce quelque chose de beau, c'est relié à mon regard que j'ai sur la vie, que j'ai expérimenté, et de me dire qu'est-ce que moi je peux apporter à cette vie pour l'améliorer. Et c'est ça, quelque part, que le serviteur va chercher à faire dans le processus. Donc, vous voyez que cette maturité-là, normalement, va servir à l'humanité parce que le serviteur va être capable d'apporter des solutions plus positives, plus évolutives, ou en tout cas de créer des organisations plus... des sous-structures, des petits villages écologiques, etc., pour essayer de trouver des nouvelles façons de fonctionner, une nouvelle façon de vivre également. Alors, vous voyez que c'est un peu que le serviteur, dans sa voie équilibrée, il va chercher à manifester. Bien sûr que le cœur est important par rapport à l'intuition, hein, par rapport au processus intuitif. On le sait qu'à travers la tradition chamanique, le chakra du cœur a toujours été un organe très, très important dans le développement de l'intuition, mais également dans la capacité de soigner les gens ou se soigner soi-même. Et ça passe par évidemment cet apprentissage de l'amour. Quand j'apprivoise l'amour en moi et que je peux apprendre à aimer les autres, mais c'est dans cet acte d'amour que je peux transmettre de l'énergie. Et cette énergie-là, évidemment, peut favoriser donc la guérison chez les êtres humains. C'est un peu comme ça qu'on pourrait envisager donc l'idée du serviteur également. Donc, il y a une forme de maturité qui s'installe chez le serviteur. Il y a une blessure émotionnelle qui lui est associée, qui est la trahison. Ici, évidemment, qu'on pense à amour, puis qu'on pense à trahison, on comprend que ça ne va pas toujours bien ensemble, mais ça veut dire que la trahison vient briser, à quelque part, le lien amoureux, parce qu'on a confiance envers quelqu'un, et la trahison va finalement refléter qu'on avait tort d'avoir cette impression qu'on pouvait faire confiance à quelqu'un. Alors, la trahison va donc entraîner donc une perturbation. De la même façon que les autres familles, il va y avoir un état d'hypo et d'hyper qui va être présent. L'état d'hypo, évidemment, c'est une absence d'énergie dans mon chakra du cœur. Alors, on comprend ici que le mot le plus simple qui illustrerait ça, c'est la personne égoïste.
La personne égoïste, à quelque part, elle comprend, elle, que l'expérience de l'amour n'est pas une expérience intéressante parce qu'elle a été trahie. Alors, comme elle a été trahie, elle se dit, bien, la meilleure façon de ne plus être trahie, c'est d'être opportuniste, d'être égoïste, d'être désireux, quelque part, de profiter des autres d'une certaine façon, parce que de cette façon-là, je vais éviter de me retrouver dans une position où je vais revivre cette blessure émotionnelle-là. Et dans le cas de l'hyperactivité, ben, il va y avoir effectivement donc ce que j'appelle le dévouement. Le dévouement, c'est quelqu'un qui aime tellement les autres qu'il va se donner aux autres. Et quand on se donne trop aux autres, bien évidemment, on peut se perdre dans les autres, bien sûr, et on peut finalement aussi se faire abuser par les autres également. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre à ce sujet-là. Donc, encore une fois, quand on regarde socialement parlant, si on résume ça d'une façon très caricaturale, on pourrait dire que dans la société, il y a des preneurs puis il y a des donneurs. Les preneurs, c'est les hypoactifs. Les preneurs, c'est ceux qui veulent prendre, qui veulent finalement constater qu'il y a des gens qui veulent donner, puis qu'eux sont toujours là pour dire oui, je veux prendre ce que tu veux me donner. Et les donneurs, mais c'est ceux qui effectivement qui sont à l'aise à donner en négligeant en quelque part de prendre. Alors, vous voyez que ça aussi, c'est une autre caractéristique qui indique, encore une fois, comment on a développé, collectivement parlant, une société qui s'est éloignée des qualités fondamentales du serviteur, parce que justement, on a comme perdu pied par rapport à la compétence que nous avons tous dans cet état de maturité de pouvoir envisager un monde meilleur. Le monde meilleur, ça impliquera, encore une fois, qu'on puisse regarder les êtres humains autour de soi avec le cœur, justement avec amour, et qu'on se regarde avec amour aussi, et qu'on puisse chercher tous ensemble à trouver des solutions qui nous permettraient d'évoluer en tant que collectivité. Alors évidemment, ce n'est pas une voie nécessairement si facile que ça, bien sûr, mais en même temps, c'est ça vers quoi on doit tendre en tant que collectivité, d'arriver à développer ces compétences-là en tant qu'humanité. Si on regarde maintenant la cinquième famille d'âmes, c'est les créateurs, et les créateurs, finalement, sont des êtres qui sont davantage connectés avec le ciel. Alors, jusqu'à maintenant, quand on arrive jusqu'au chakra du cœur, on est vraiment relié à l'énergie tellurique et à cette capacité de se supporter en tant qu'être humain pour développer ce que j'appelle l'état adulte. Quand on touche le créateur, on commence à avoir des antennes vers le ciel et le créateur, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a des antennes vers le ciel? Il se connecte avec une créativité. Il se connecte avec des potentiels virtuels de réalisation créatrice potentiels qui sont là et il devient donc capable de capter des informations qui n'existent pas sur Terre, c'est-à-dire des projets, des inventions, des projets créateurs qui n'existent pas sur Terre. Donc, le créateur, c'est un être qui est inspiré et c'est un être qui est capable justement de regarder un problème sur Terre et parce qu'il y a justement ces antennes connectées avec le ciel, de trouver des solutions aux problèmes qui existent sur la planète Terre avec des inventions, des projets créateurs, etc., qui vont finalement amener des transformations dans le monde. Donc, le créateur, c'est un peu ça son projet, cette vision-là. Puis c'est quelqu'un qui est un individualiste, donc qui est connecté donc avec ses projets. Et comme il est individualiste, il est capable d'accepter en tant qu'individu de prendre le projet créateur qu'il a en lui et de chercher à le diffuser vers le monde. Malheureusement, évidemment, en tant que créateur, il y a des créateurs qui vont être super bien accueillis, qu'on va applaudir, puis qu'on va dire, wow, c'est merveilleux ce que tu as fait. Et il y a d'autres créateurs qui vont avec des projets qui sont trop avancés, trop innovants par rapport à l'époque dans laquelle ils sont. Et à ce moment-là, ces gens-là vont expérimenter une certaine forme de rejet. Ils vont avoir un sentiment quelque part qu'ils ne sont pas accueillis dans leur expression créatrice. Et c'est une forme d'injustice qui va en résulter. C'est là la blessure émotionnelle du créateur, c'est l'injustice individuelle, parce que vous allez voir qu'il y a des types d'injustices différentes dans les prochaines familles d'âmes. Donc, l'injustice individuelle, c'est de constater que moi, j'arrive avec un projet innovateur, où j'ai une vision du monde innovatrice, j'ai compris des choses que les autres n'ont pas compris, et malheureusement, les autres me disent non merci, on n'accorde pas d'importance ou de valeur à ce que tu dis. Et là, à ce moment-là, le créateur, ben, lui, va vivre ça comme une forme d'injustice individuelle. Et c'est là qu'on va retrouver, encore une fois, l'hypo et l'hyper, dont j'ai parlé précédemment. Donc, l'hypoactivité, c'est un manque d'énergie, un manque de rayonnement dans la région de la gorge. On ne va pas assumer l'expression du créateur. Ça va faire de nous un être routinier. Pourquoi j'ai dit ça? Le créateur, c'est quelqu'un qui est capable de réinventer la vie à chaque jour, à chaque instant, puisqu'il est constamment connecté avec des potentiels, avec des nouveautés, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps un pas en avant du monde, pourrait-on dire. Quand il est hypoactif, mais c'est un peu l'inverse.
C'est-à-dire que moi, je veux finalement surtout pas créer quelque chose parce que j'ai peur de l'injustice. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vivre une forme de routine. Et cette forme de routine-là va me permettre finalement de refaire ma vie toujours de la même façon. C'est ça que je veux. Parce que je ne veux pas justement de cet élan créateur-là qui me fait peur, parce que je n'ai pas envie de revivre cette injustice-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que l'hypoactivité va entraîner. L'hyperactivité, ça va être effectivement un être inspiré, mais tellement inspiré qu'on pourrait presque dire qu'il va devenir dispersé. C'est-à-dire qu'il va avoir plein d'idées, mais quand on a plein d'idées, qu'est-ce qui se passe? On a 25 idées dans notre tête et parce qu'on a 25 idées dans notre tête, on n'est plus capable de savoir quelle est l'idée sur laquelle on devrait commencer un projet. Alors, comme on n'est pas capable de focusser dans une idée parce qu'il y en a 25 en même temps, ben, on a l'impression quelque part qu'il faudrait faire les 25 idées en même temps, ce qui veut donc dire qu'on va se disperser dans notre énergie et souvent, ça va entraîner des difficultés à réaliser des projets parce que justement, on va toujours mettre un petit peu d'énergie un peu partout et finalement, ben, on a peut-être l'impression qu'on ne pourra jamais arriver à atteindre l'objectif que l'on s'était fixé de cette façon-là. Donc, ça, c'était pour le créateur. Alors, évidemment, quand on regarde cette idée du projet créateur, vous avez sans doute déjà en tête des inventeurs ou des gens quelque part très connus qui ont eu des grandes réussites, des créateurs qui ont été reconnus dans leur créativité, mais vous avez peut-être aussi ces génies, quelque part, où on a pris énormément d'années avant de leur donner de la valeur, avant de reconnaître qu'ils avaient effectivement eu des idées justes. Alors, il y a des gens, quelque part, qui même après leur mort, on a pris un certain temps avant d'être capable de dire qu'ils avaient raison. Donc, vous voyez, quelque part, que le créateur, c'est quelqu'un qui a donc une force intérieure assez grande pour être capable de faire valoir son idée, même si le monde entier est contre lui, il va quand même continuer à essayer de faire valoir son point et tout ça. Donc, ça fait des fois des vies qui sont plus difficiles pour ces êtres-là. Et vous l'avez compris que les créateurs, c'est une voie qui est déjà un peu plus lointaine, quelque part dans le développement humain. On voit moins d'humains dans la collectivité, dans l'histoire collective, qui ont été créateurs. Il n'y a pas tant de créateurs que ça qui ont été présents sur la planète Terre jusqu'à maintenant. Et on peut penser quelque part que dans cette idée de la blessure émotionnelle, qu'est-ce que ça pourrait entraîner, en tous les cas, comme mouvement collectif? C'est ce qu'on voit actuellement, cette notion d'intelligence artificielle qui commence à prendre forme. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité de finalement concevoir quelque part que l'être humain puisse finalement développer le robot, développer des êtres humains qui ne sont plus des êtres humains parce qu'on commence justement à faire des mutations entre faire des robots d'une part ou encore mettre des puces ou je ne sais quoi dans le corps humain pour augmenter les compétences ou je ne sais quoi. Alors, c'est là qu'on touche cette notion d'intelligence artificielle et on est peut-être justement dans un ère où le créateur commence à pouvoir se manifester, mais évidemment, encore une fois, de quelle façon il peut se manifester, idéalement, ce serait donc de reconnaître que nous sommes tous capables de réinventer un monde. Et pour cela, mais il faut effectivement être capable de se tenir la main et être capable de créer ce monde-là en commun. Et évidemment, cette tendance de l'intelligence artificielle, ben, elle peut être superbe si elle est utilisée pour de bonnes fins, mais elle peut être aussi moins heureuse si elle devient quelque part une façon de simplement, pour l'être humain, d'avoir l'impression quelque part qu'il va comme contrôler ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Parce que le créateur, finalement, c'est un être qui est dans le concept des idées, qui est capable donc d'inventer, de concevoir des choses, etc. Et évidemment, on sait qu'avec les ordinateurs quantiques qui commencent à prendre forme, on est capable cette fameuse intelligence de l'être humain, on commence à concevoir que ces intelligences ordinateurs quantiques-là, ça va se comparer progressivement à l'intelligence humaine. Donc, on comprend évidemment que le rôle du créateur, idéalement, ce serait de dire, ben, c'est superbe, on va avoir des appareils qui vont nous permettre de faire un certain type de tâches qui sont plus mécanisées, qui sont moins, qui sont plus associées donc à des efforts, finalement, puis on va donner l'opportunité à l'être humain de pouvoir envisager, de diriger son attention vers des projets plus créatifs, plus heureux, plus harmonieux, plus paisibles. Ce serait ça qui serait l'idéal. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? C'est une question qu'on peut poser. Actuellement, la tendance ne semble pas nous donner l'impression que ça va dans cette direction-là, mais je pense que si on commence justement, nous, en tant qu'êtres humains, à reconnaître à quelque part ce que nous, on veut, bien déjà, quelque part, c'est là qu'on devient notre propre créateur. Et que cette expression individuelle que nous savons tous à manifester, bien, ça peut être déjà un point de départ pour amener des changements à ce sujet-là.
Donc, une petite chose que j'ai peut-être négligée par rapport au serviteur, que j'aimerais peut-être revenir un petit instant, c'est simplement de dire que d'un point de vue historique, le serviteur s'est sans doute manifesté ou commencé à se manifester avec la venue de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que Jésus-Christ est arrivé avec une énergie d'amour, une énergie de service, où on valorisait beaucoup ces qualités-là. Puis évidemment, on a compris évidemment que cette énergie-là, quelque part, qui avait des belles intentions de départ, ben, s'est perdue progressivement, qui est venue de la religion, etc., qui a complètement défait, qui a peut-être pas défait complètement, mais qui a enlevé beaucoup de la pureté de l'enseignement de départ qui était le présent. C'est un petit peu ce que j'avais envie d'ajouter par rapport aux serviteurs que j'avais négligé de vous dire précédemment. Ensuite, vous avez le philosophe qui est la sixième famille d'âmes. Donc, on est en train d'approcher justement de la conclusion par rapport aux sept familles d'âmes. Donc, les philosophes, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le relié au chakra frontal. Donc, le chakra frontal, quand on parle d'un chakra frontal équilibré, on doit se rappeler que les deux hémisphères cérébraux doivent avoir atteint un niveau de synchronisation, c'est-à-dire que le droit et le gauche, l'hémisphère droit et gauche, vont communiquer entre eux. C'est-à-dire que l'intuition et la raison vont être capables justement d'avoir une forme de communication qui va faire que l'intuitif va avoir la raison et le raisonné va avoir l'intuition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de... C'est pas quelqu'un, on ne dit pas « Ah, cette personne est rationnelle, cette personne est intuitive ». Non, c'est une personne quelque part qui est capable d'avoir les deux composantes pour avoir une position de témoin, capable de regarder une situation de vie et être capable de la regarder avec rationalité tout en étant capable de la regarder avec intuition aussi. Et le philosophe équilibré, c'est un sage. Le sage, c'est celui justement qui a les deux pieds sur terre, la tête vers le ciel et qui est capable de regarder une problématique de vie et être capable d'en comprendre la signification et la raison par la voie de la sagesse. Et c'est ça le philosophe qui est dans sa voie équilibrée. Alors, évidemment, ce philosophe-là, vous l'avez compris aussi, ce n'est pas quelque chose de si fréquent que ça. On n'en voit pas tant que cela de philosophes dans la collectivité humaine. Bien, quand même, il y en a. Et évidemment, ce philosophe-là, cette voie d'expression-là, elle est reliée donc à un développement humain qui n'est peut-être pas encore venu à se développer, mais qui va, on va l'espérer, évidemment, un jour être atteint. Et ce philosophe-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est que la blessure émotionnelle qui va empêcher son développement, c'est l'injustice sociale. Alors, l'injustice sociale, ça fait référence à quoi? C'est que le philosophe, c'est un être de sagesse et c'est un être d'impact. Parce que c'est quelqu'un qui a donc une certaine capacité de voir les choses clairement. Alors, quand on voit les choses clairement, bien, on est capable de poser un regard global sur la vie et on est capable donc de développer même des philosophies ou des façons de comprendre la réalité qui vont faire que les êtres humains vont nous reconnaître, vont nous attribuer une certaine intelligence. Ils vont nous attribuer une volonté de les suivre. Ils vont vouloir nous suivre parce qu'ils vont constater quelque part que le philosophe a donc une certaine capacité justement d'amener certains êtres humains à dépasser certaines limites, etc. Donc, ils vont devenir quelque part des êtres d'influence. Et ces êtres d'influence-là, bien évidemment, peuvent être perturbés dans leur expression, dans leur développement par la société. Pourquoi? Bien, parce que la société, elle a une volonté, elle, de dire, ben nous, on a une société, puis la société, elle fonctionne d'une certaine façon, avec des règles. Si moi, je suis un philosophe et que j'arrive avec une vision de la vie qui m'est propre, avec une originalité, une façon différente de voir les choses, bien, automatiquement, je risque de me retrouver dans une position où je vais devenir un petit peu parallèle par rapport à la société. La société, elle va me regarder et elle va me dire, bon, ben tu déranges un peu, mais tant que que je ne suis pas trop important, que je ne prends pas trop d'importance, que je ne deviens pas un trop gros mouvement, ben, je ne vais pas trop être dérangeant. Mais sauf que si je deviens un mouvement trop important, la société va commencer à me poser un regard plus attentif et peut-être même de vouloir contrôler la situation et peut-être m'empêcher de prendre un essor trop important. Donc, c'est un peu l'injustice sociale. La blessure émotionnelle donc, du philosophe, c'est ça, c'est de constater que moi, je suis un philosophe, moi, je suis un être de sagesse et moi, j'influence donc la collectivité. Et puis finalement, la société, quelque part, vient me dire, ben, écoute,
hein, tu vas te calmer le pompon, tu nous déranges, tu vas à l'encontre à quelque part des règles de la société, tu ne vas pas dans le sens de ce que nous, on souhaiterait quelque part que tu développes. Donc, on va devoir effectivement te mettre dans un coin, puis te faire comprendre que ce n'est pas acceptable ce que tu veux nous apporter comme message. Donc, le philosophe va expérimenter ça comme une injustice donc, sociale. Et évidemment, cette injustice sociale-là, évidemment, donc, dans le développement de l'être humain, elle peut se faire dans l'enfance, mais elle peut se faire aussi dans l'âge adulte. Hein. C'est quelque chose qui peut se faire selon l'histoire de la vie. Et ça va entraîner donc l'hypo et l'hyper. Donc, l'hypoactivité, c'est donc une absence de rayonnement dans le chakra frontal. Ça va nous amener à être ce qu'on appelle le scientifique. Le scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est donc le rationnel qui va plus prendre d'importance et qui va faire que l'être humain va regarder la vie d'une façon uniquement humaine. C'est-à-dire que cet être humain-là va dire, mais voilà, nous parlons de telle situation, ben, selon les recherches scientifiques que les êtres humains, nous avons pu réussir à faire et qui ont démontré hors de tout doute que c'était ceci, ben voilà, je peux affirmer que c'est ça la réalité. Okay? Donc, le scientifique va toujours se baser sur la science, mais sur aussi des démonstrations scientifiques ou des démonstrations quelque part humaines qui donnent l'impression quelque part que la réalité est la suivante. Alors, évidemment, ça, on le sait que selon les époques, selon les courants de pensée, etc., cela peut être subjectif, cette façon de regarder la réalité. Mais le scientifique va donc avoir cette vision-là. Puis évidemment, le scientifique va souvent, bien évidemment, par définition, parce qu'il a le savoir c'est le savoir quelque part qui est reconnu de tous, hein, dont il va parler, le scientifique, mais évidemment, ça va lui donner un petit peu comme des œillères, parce que lui, il va se baser sur ce que la société, sur ce que l'humanité a réussi à mettre en place ou a réussi à prouver. Et c'est ça un peu qui va être mis en évidence à ce moment-là dans cette idée-là. Donc ça, c'était pour le philosophe dans sa nature hypoactive. Si on regarde maintenant dans le contexte hyperactif, bien évidemment, on va parler donc de l'intuition. Bien sûr, vous l'avez compris que le scientifique fait opposition à l'intuition. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la version équilibrée, il n'y a pas d'opposition. Il y a un équilibre entre la raison et l'intuition qui font que je suis un sage. Quand je suis intuitif, ça veut donc dire quelque part que je n'ai pas de connexion importante avec la raison. Ce qui veut donc dire que je peux m'éloigner de la raison pour finalement me perdre un petit peu dans une voie intuitive qui serait peut-être même, qui pourrait me désaligner de l'être que je suis. C'est-à-dire que quand on est trop intuitif, on fait trop confiance à des choses subtiles. Bien, si on fait trop confiance à des choses subtiles, bon, ça nous éloigne peut-être du gros bon sens ou de la réalité. Donc, vous voyez que c'est dans ce sens-là que peut-être un élément important à comprendre, c'est que l'intuition, c'est très important. Moi, je suis moi-même, hein, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais en même temps, à travers mes 30 années d'expérience de lecture intuitive, je peux vous dire que j'ai vu souvent des gens qui se sont perdus en étant intuitifs. Alors oui, on peut se perdre en étant dans la raison, bien sûr, mais dans l'intuition, évidemment, il y a beaucoup de pièges qui sont associés à ça, parce que justement, on va donner du pouvoir, en quelque sorte, à un monde subtil, et ça peut nous éloigner du bon sens. Hein. Et je pense que c'est important donc de tenir compte de ces deux aspects-là. Donc, l'hyperactivité va donc entraîner cet état d'intuition. Et l'intuition, bien évidemment, peut être très intéressante, bien sûr. Elle nous met en connexion avec une forme de sagesse intelligente. Mais évidemment, cette sagesse intelligente-là, si on ne la maîtrise pas bien, ben, quelque part, ça peut nous égarer dans une voie qui va être moins heureuse. Alors, évidemment, ce qu'on voit ici avec le philosophe, c'est ce que je pourrais dire, ce que l'on voit depuis le début des temps, cette dichotomie. Hein, la dichotomie d'un point de vue collectif entre l'être humain qui reconnaît le monde terrestre, la matière, d'un point de vue strictement matière, physique, etc. Et de l'autre côté, l'être humain qui reconnaît qu'il y a quelque chose de plus subtil. Hein, de plus subtil. L'arbre qui est là, ben, quelque part, je vois un arbre, mais en même temps, c'est un arbre qui émane de l'énergie. Donc, si je suis intuitif, je vais être capable de ressentir l'énergie de l'arbre. Si je suis un être qui observe la réalité de l'arbre telle qu'elle est, je vais simplement dire que c'est un arbre qui est là. Okay? Donc, l'idée de cette dichotomie-là, ben, elle s'est exprimée à travers les temps, à travers toutes les grandes traditions qui avaient mis l'emphase sur des voies peut-être plus intuitives, plus en connexion avec l'univers.
plus en connexion avec l'idée d'un respect des lois terrestres et universelles, ont souvent été quelque part pas reconnus parce que justement, ces collectivités-là avaient souvent une vision peut-être plus pacifique des choses. Puis évidemment, les peuples qui se reliaient à eux et qui avaient une volonté plus militaire et plus conquérante, bien, inévitablement, leur objectif à eux, c'était de conquérir. Donc, il n'y avait pas cette volonté de tenter de s'ouvrir à une culture qui pouvait avoir des valeurs intéressantes à leur apporter. Donc, on comprend ici que socialement parlant, bien évidemment, l'être humain a toujours eu peur de Dieu. Alors, quand je dis de Dieu, ben, je veux dire par là de l'univers, de cette espèce d'inconnu dans lequel nous sommes. Et l'être humain a toujours eu peur de ça. Il a toujours voulu, à quelque part, contrôler les choses. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que les philosophes, on peut envisager quelque part que dans le niveau de perturbation du philosophe, on pourrait concevoir que lui se dirige vers une volonté d'envisager quelque part qu'un philosophe, tel que ce serait quelque part une nouvelle race. La nouvelle race, ce serait une race plus intelligente, plus forte, plus puissante. Alors, on vient avec cette notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre, évidemment, qu'avec la science aujourd'hui, on peut envisager maintenant de faire des transformations dans l'être humain pour, à quelque part, valoriser certaines intelligences, valoriser plein de choses, en fin de compte, dans l'être humain, le rendre plus fort, etc. C'est toutes des choses qui sont en train de se développer actuellement. Donc, on peut certainement comprendre ici qu'il y a un piège, encore une fois, parce que tout ce piège-là nous ramène à ce qu'on pourrait appeler le docteur Frankenstein, c'est-à-dire cette espèce d'idée que l'être humain, parce qu'à quelque part, il a développé une certaine maturité, ben, il peut maintenant concevoir la vie. Et concevoir la vie, mais ça veut donc dire quelque part, encore une fois, de nous éloigner, encore une fois, de cet univers, de cette relation avec la vie qui est plus grand que soi. C'est un peu se dire, ben moi, je n'ai pas besoin de comprendre Dieu parce que je suis moi-même Dieu. C'est un peu la logique humaine dans laquelle on se trouve actuellement, à laquelle il faut être sans doute attentif aussi dans cette volonté que nous avons tous d'évoluer de la façon la plus saine, la plus positive, mais de comprendre justement dans quel univers nous sommes et quelles sont les stimulations émotionnelles qui sont présentes dans l'humanité actuellement. Il faut comprendre que tous les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est exacerber tout simplement des pulsions émotionnelles qui sont en nous. Et toute l'éducation, tout a été fait d'une façon où on n'a pas cherché justement à amener l'être humain à développer une sagesse pour mieux comprendre les cycles de la vie, mieux comprendre c'est quoi la naissance, c'est quoi la mort, mieux comprendre c'est quoi un être humain, c'est quoi le respect. Bon, c'est toutes des vertus à quelque part humaines qui sont à quelque part essentielles et qui sont tout à fait naturelles, mais qu'on a appris complètement à dénaturer par notre volonté justement de faire un monde tel que nous le vivons aujourd'hui, parce qu'on pourrait très bien se dire ce monde-là dans lequel nous sommes, ce n'est pas nous qui l'avons créé, mais quelque part, on ne peut pas le cacher. Et ce monde-là, finalement, on l'a créé à quelque part. Et on a donc une responsabilité à envisager de se dire de quelle façon qu'on peut créer un monde meilleur. Et je pense que cette notion de spirale évolutive, elle nous met en contact justement avec des composantes humaines que nous avons à développer pour chercher justement à retrouver cette notion de respect que nous souhaitons tous développer dans notre vie. La 7e famille d'âme, c'est le spirituel, c'est donc le chakra couronne. Et le chakra couronne, c'est donc l'être qui est en alignement avec l'expression de la dimension spirituelle. C'est le grand sage, c'est plus que le grand sage, on pourrait presque dire que c'est celui finalement qui va être reconnu comme un être accompli ou réalisé. Ces êtres-là, finalement, on va être à côté d'eux, puis on va ressentir les bienfaits de leur présence parce qu'ils ont un champ énergétique très puissant et un champ énergétique très apaisant et très harmonisant, parce qu'ils sont connectés avec l'expression de l'univers. Et ils ne sont plus pollués par la conscience humaine. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans un processus où leur personnalité est encore en jeu intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état de calme et de tranquillité, baignés dans la lumière, et ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à démontrer à qui que ce soit, parce que quelque part, ils sont dans cette forme d'harmonie, d'alignement avec eux-mêmes. Et dans ce sens-là, évidemment, les gens qui vont rencontrer quelqu'un comme ça, ils vont avoir envie donc de goûter une personne comme ça, de rester présente à elle. Alors, c'est certain que ça va entraîner encore une fois toute cette idée d'être reconnu collectivement parlant. Ces gens-là ne recherchent pas ça, mais souvent, ils vont avoir des gens qui vont avoir envie de les suivre parce qu'ils vont se ressentir que ce sont des êtres exceptionnels.
Et évidemment, la blessure qui va venir avec le spirituel, c'est l'injustice spirituelle. C'est-à-dire que parce que moi, je suis un être aligné, je pourrais, et là, évidemment, c'est un défaut de ma personnalité, pas un défaut, mais une fragilité de ma personnalité qui engendrerait ça. C'est-à-dire que moi, je pourrais croire que parce que je suis un être qui a atteint un niveau de réalisation, mais que je mériterais mieux, je mériterais que la vie, quelque part, soit juste avec moi, soit correcte avec moi, soit gentille avec moi. Et puis, il se peut que, justement, devant des blessures, devant des chocs, devant des injustices que je peux vivre, que moi, je me révolte contre Dieu. Que moi, quelque part, je dise à Dieu, bien, quelque part, Dieu, je ne te fais plus confiance parce que, quelque part, tu ne me donnes pas ce que moi, je juge que je devrais avoir. Okay? Alors, on s'entend ici que ce n'est pas l'être aligné dont on parle ici, c'est un être qui est blessé et qui va jouer, et son ego va s'exprimer et il ne va pas être en mesure de gérer cette blessure émotionnelle-là, et ça va donc l'éloigner de la nature équilibrée du spirituel. Alors, ça va créer encore une fois l'état hypo ou hyper. Donc, l'état hypo, ben, c'est évidemment l'existentialiste. L'existentialiste, c'est qui? C'est l'être humain qui se pose des questions sur l'existence. Il se lève le matin en se disant à quoi ça sert de me lever. Il fait sa journée en se disant à quoi ça sert de la vivre, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce de grand questionnement sur le sens de l'existence, qui ne parvient pas justement à reconnaître que justement il y a un sens. Alors, c'est certain que ce n'est pas une position très confortable. Quand il y a un manque d'énergie dans le chakra couronne, ben, quelque part, on n'est comme pas connecté avec la source, on n'est pas connecté avec la foi de l'existence. Donc, on ne voit pas quelque part l'utilité de celle-ci. Donc, c'est certain que on va le voir dans la deuxième facette de la conférence, comment on peut rétablir tout ça, mais c'est une expression donc qui est présente chez l'hypoactivité. Dans le cas de l'hyperactivité maintenant, on va donc constater qu'il y a donc une émanation importante du chakra couronne et cette émanation importante va entraîner ce qu'on appelle donc le déraciné. On pourrait l'appeler comme ça. Le déraciné, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui est tellement connecté vers le ciel qu'il ne porte plus les deux pieds sur terre. Il ne porte plus les deux pieds sur terre parce que lui, quelque part, il est convaincu que d'une certaine façon, il est Dieu. Okay? À quelque part, il est Dieu. Il n'y a pas besoin donc de... il n'y a pas besoin, à quelque part, de reconnaître Dieu puisqu'il est Dieu, il incarne Dieu. Et c'est là, quelque part, que ces êtres-là vont devenir tellement désireux d'être toujours connectés avec cette espèce d'énergie divine qu'ils reconnaissent, qu'ils vont donc développer ils vont beaucoup trop méditer, ils vont beaucoup trop se connecter, donc tout le temps avec le ciel, puis ils vont finalement développer une incapacité à gérer le monde matériel parce qu'ils vont être de moins en moins habilités à le vivre parce qu'ils ne vont plus être là. Ils vont tout simplement être tout le temps vers le ciel. C'est un peu comme une forme de fuite, en quelque part, qui pourrait résulter de ça. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les gens qui font des démarches spirituelles quelquefois trop intenses, trop importantes. Ils vont, à quelque part, donc, constamment nourrir le ciel, mais ils vont finalement ne plus donner de signification à leur raison terrestre, à leur existence terrestre. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui peut être un autre type de perturbation que l'on va retrouver. Encore une fois, bien évidemment, ce sont deux extrêmes que je vous ai présentés, celui qui n'a plus la foi et celui qui a une conviction qu'il pourrait être Dieu. Et c'est sûr que la conviction d'être Dieu, bien, ça va dans les états de perturbation encore plus avancés que ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Ça pourrait générer, évidemment, toute cette pensée sectaire. La pensée sectaire, c'est que je suis tellement convaincu que je suis Dieu, que je suis Dieu et que je me comporte comme tel. Et que les gens qui vont me donner qui vont avoir confiance en moi, ben, vont vouloir me suivre, puis ils vont vouloir me suivre aveuglément. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'accepter que moi, je puisse, parce que je suis Dieu, leur exprimer des demandes particulières, etc. Puis ils vont être capables de concevoir qu'ils pourraient donc adhérer à ça. Donc, évidemment, c'est tout le piège du philosophe qui est perturbé, c'est évidemment ce qu'on appelle cette notion d'une nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? C'est cette vision de concevoir quelque part que parce que moi, j'évolue en tant que Dieu, ben, je sais, moi, donc, ce que les autres ont besoin et je sais quelque part comment on doit concevoir l'univers, comment concevoir notre humanité. Et dans ce sens-là, on regroupe tout le pouvoir dans une direction complètement unique. Et de cette façon, on décide de tout pour tout le monde. Et de cette façon-là, bien évidemment, on est le maître du monde. On n'est pas encore là dans une relation divine. La relation divine, c'est le Dieu qui cherche à faire en sorte que l'humanité, la collectivité, puisse effectivement être plus heureuse, plus épanouie. Non, c'est là dans une
position ou parce qu'on se sent comme important, on sent qu'on est comme un peu un dieu, on peut avoir une certaine volonté de dominer le monde. Alors évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus, cette notion de nouvel ordre mondial. Et à quelque part, il faut être attentif parce qu'encore une fois, un nouvel ordre mondial, ce n'est pas une mauvaise chose, l'idée d'une gouvernance mondiale. Sauf qu'en même temps, cette gouvernance mondiale, elle doit être motivée par une évolution de la conscience humaine et non pas l'inverse, et non pas une forme de position où l'être humain deviendrait encore plus subalterne ou je ne sais quoi. Donc, c'est quelque chose, à quelque part aussi, qu'il faut être attentif également dans cette idée-là. Alors évidemment, là, je n'ai pas présenté l'ensemble de tous les états. J'ai présenté en fin de compte 21 états de conscience parmi les 56 qui existent dans la spirale évolutive, mais je pense que vous avez quand même compris le concept de base de ça. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, ben, j'ai 7 chakras, donc ça veut donc dire que j'ai 7 voies d'expression de cette spirale évolutive. Ça veut donc dire que dans mon chakra racine, j'ai un certain bâtisseur qui est en moi, qui peut être équilibré, désaligné, hypo surchargé, hyper surchargé ou épuisé. Vous voyez, ça c'est un petit peu le concept. Le communicateur, même chose, guerrier, même chose, et ainsi de suite. Donc, quand moi, je fais une lecture intuitive d'une personne, ben, je vais constater que dans chacun de ces chakras, il y a donc des états de conscience qui vont être présents dans chacun d'eux, qui vont empêcher cet être humain-là de trouver la voie de justesse qui est en lui. Et que le travail que moi je vais faire avec une personne, bien évidemment, c'est donc de faire une lecture intuitive de ces états de conscience qui animent ces chakras pour chercher justement à les harmoniser à cette personne-là, pour que le potentiel évolutif qui anime chacun des chakras puisse s'exprimer, permettant justement une position plus juste, plus proche de ces 7 expressions de l'âme qu'on a vues précédemment dans ma présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première étape de la conférence. Donc, vous pouvez poser vos questions. Moi, à ce moment-là, je vais simplement aussi poursuivre également tout doucement la conférence, puis je répondrai aux questions que vous pouvez donc avoir, bien sûr, sur chacune d'elles. Donc, Monique me dit, bon, évidemment, ça, on pourra y venir, ça touche à la démonstration. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard dans la présentation, si vous le voulez bien. Moi, je vais maintenant aborder donc l'aspect plus pratique de la spirale évolutive, puisque là, on a vu qu'il y avait donc une certaine typologie. Cette typologie-là, vous l'avez sans doute compris, elle repose sur mon observation de ces années-là, puis tout le langage que j'ai mis en place à travers cette démarche-là que j'ai proposée, mais c'est un peu basé sur les observations intuitives que j'ai pu faire à travers ma pratique. C'est un peu ça le sens de ce projet-là, c'était de donner un langage à ce que moi j'avais observé à travers les années et de permettre à des gens qui ont envie de développer leur perception intuitive, d'avoir un langage qui est un pré-langagier, c'est-à-dire être capable de dire que je comprends un peu plus mes perceptions parce que j'ai une structure, un genre de grille de lecture qui me permet de mieux comprendre ce que je perçois. Sylvain, tu as des questions sur le chat? Oui. Alors, je ne trouve pas la blessure du cœur. Donc, Monique, je ne comprends pas ta question sur ça. La blessure du cœur, mais c'est en fin de compte, c'est la trahison. La blessure qui est la blessure fondamentale, pourrait-on dire. On peut être un peu de toutes les familles d'âmes et chakras. Effectivement, il y a 7 chakras. Donc, on comprend ici qu'il y a des dominances, par contre. Si vous aviez pris le temps vous m'avez écouté, vous avez pu vous dire, mais tiens, je me sens plus bâtisseur à tel endroit, communicateur, peut-être moins, je me sens moins communicateur. Ah, mais guerrier, je me sens beaucoup guerrier. Vous voyez, à travers simplement par la capacité d'entendre ce que je vous dis et de vous positionner par rapport à ce que je vous dis, vous avez pu identifier peut-être des dominances dans vos chakras. Et ces dominances-là vous informent justement d'un certain type de compétences que vous avez développées ou de fragilité que vous avez développée aussi, ou d'incompétence que vous avez développée aussi par votre façon de gérer votre énergie. Et qu'évidemment, la première chose qui est à faire, c'est de se dire, ben oui, de quelle façon que moi, je peux travailler sur moi pour arriver à me rapprocher de cette expression juste qui sont associées à mes 7 chakras. Alors évidemment, on pourrait dire que il y a des gens qui vont naître avec des dominances, par exemple, des dominances au niveau du cœur, serviteur. Comme moi, par exemple, j'ai beaucoup de serviteurs développés, par exemple. Alors, je n'ai pas que le serviteur qui est développé. J'ai d'autres composantes dans mon être qui sont développées également. Et évidemment, l'intérêt de ça, c'est de comprendre effectivement que quand on regarde la structure énergétique d'une personne, ben, on va se dire, mais tiens, cette personne a peut-être le cœur qui est très développé. Par contre, le chakra racine l'est peu. Donc, à quelque part, le bâtisseur, c'est quoi l'état de conscience qui anime le bâtisseur chez cette personne-là? De quelle façon que je peux travailler pour favoriser
l'expression du bâtissage chez cette personne-là, pour l'aider à être plus solide sur ses deux jambes, pour être capable justement de mieux intégrer l'énergie du chakra racine et de permettre donc un développement plus solide de l'énergie du communicateur, du guerrier, pour que le serviteur, le niveau du cœur, on soit plus capable de l'assumer et de l'incarner. Ah oui, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Mon chakra, OK, bon, je vois que les questions, je pense avoir répondu à toutes les questions qui étaient présentes. Alors, je vais vous présenter donc comment va-t-on faire pour rétablir l'équilibre concernant la spirale évolutive. Alors, vous l'avez vu que le premier objectif, idéalement, c'est de développer la lecture intuitive. Alors, la lecture intuitive sur moi-même ou sur un partenaire, c'est quelque chose qu'on va chercher à développer dans la pratique. Donc, cette pratique-là, quelque part, va se faire comment? Dans la pleine conscience intuitive, on reconnaît qu'il y a un véhicule, qui est le véhicule de ma conscience, que j'appelle l'imaginaire, qui me permet de me voyager en moi ou de voyager vers un partenaire. Alors, si je voyage en moi, je peux faire des voyages dans mes chakras pour apprendre à reconnaître quels sont les niveaux de conscience que je peux reconnaître dans chacun d'eux. Évidemment, en faisant ces voyages-là, je peux constater que des zones où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie, d'autres, il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc, je peux arriver à constater que dans chacun de mes chakras, je peux être très présent ou très peu présent dans l'un ou dans l'autre. Alors, évidemment, je vous ai parlé, il y avait plusieurs états, plusieurs conditions énergétiques associées à chacun des chakras, mais sans connaître ces conditions-là, on peut déjà aussi simplement constater, j'ai beaucoup d'énergie dans cette région-là, beaucoup moins dans le plexus solaire, et ainsi de suite. Donc, déjà, on peut commencer à reconnaître à quelque part qu'il y a donc de l'information potentielle que l'on peut faire simplement en faisant des voyages dans nos 7 chakras et qui vont nous permettre donc de commencer à comprendre que même si moi j'ai 7 chakras comme nous tous, on a tous à quelque part des façons d'habiter ces chakras-là et des états, des conditions énergétiques particulières qui vont faire que je vais pouvoir m'épanouir ou pas en tant qu'être humain. Et c'est ça, quelque part, qui va être l'intérêt de chercher à développer la spirale évolutive. Et donc, évidemment, quand on est un spécialiste de la pleine conscience intuitive, comme moi, j'espère, on est capable donc, de faire des lectures intuitives qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe chez une personne ou sur soi-même. Et évidemment, si on ne l'est pas, quelque part, on peut faire ce petit voyage que je vous ai proposé, qui serait déjà une façon de vous introduire en quelque sorte envers cette spirale évolutive. Sonia qui m'a dit, en quoi est-ce une spirale? Alors, ce n'est pas intuitive, c'est spirale évolutive, premièrement, okay, parce qu'elle me fait référence à intuitive, spirale intuitive, donc c'est évolutive. Alors, dans le sens qu'une spirale, c'est un mouvement, en quelque part. Bon, ça fait référence à la montée de la Kundalini, si on veut. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, mais la montée de la Kundalini, c'est un terme ésotérique qui reconnaît qu'au niveau des chakras, il y a effectivement une forme d'ascension au niveau énergétique. C'est-à-dire que le modèle de l'évolution humaine, dans la tradition ésotérique, exprime ce comme ceci, c'est qu'on a un chakra racine, on apprend donc à apprivoiser nos besoins de base, ensuite on apprend à reconnaître nos besoins émotionnels, chakra sacré, notre désir de nous affirmer, plexus solaire, notre cœur, notre capacité à nous aimer, le gorge, notre capacité à créer, notre chakra frontal, notre capacité donc à créer, non pas créer, mais à être intuitif, à se rendre réceptif à cette capacité que l'on a donc de pouvoir se relier à une sagesse intuitive, et chakra courant, donc à se relier à la dimension spirituelle ou à l'âme. Et dans ces 7 chakras-là, quelque part, évidemment, il y a donc, moi en tant qu'être humain, dans la tradition chamanique, par exemple, on dit s'enraciner. Pourquoi s'enraciner? S'enraciner, c'est de se relier à la Terre pour faire monter l'énergie de la Terre dans mon chakra racine, dans mon chakra sacré, dans mon chakra solaire, dans mon chakra du cœur. Donc, la spirale évolutive, elle commence par cette capacité, justement, de commencer à se connecter, donc, à ces 4 premiers chakras-là pour finalement faire en sorte que l'être humain que je suis puisse être nourri dans ses besoins fondamentaux, dans les émotions qui sont en lui, dans son besoin d'affirmer, dans son besoin de s'aimer. Donc, on apprend à être un adulte à travers cette voie-là. Et à partir du moment où cette forme, donc la spirale évolutive, elle va se faire à travers donc la base. La base, c'est les 4 premiers chakras. Et ensuite, il y a les 3 autres chakras supérieurs qu'on va chercher à développer parce que justement, on va avoir une base solide en tant qu'être humain pour être capable de pouvoir se réaliser et se manifester dans la matière. Alors évidemment, ça, c'est dans un monde idéal, ce que je viens de vous dire. Maintenant, il y a des gens qui naissent sur Terre avec des énergies très, très, très actives dans le haut du corps.
Alors, c'est là qu'on comprend évidemment que l'idée d'un équilibre, c'est être capable de reconnaître que dans nos 7 chakras, on devrait être capable d'avoir une certaine forme d'harmonie dans chacun d'eux, ce qui fait que moi, en tant qu'être humain, je suis capable de développer des compétences dans chacun des secteurs humains qui sont en moi pour être capable de les apprivoiser, pour être capable de les incarner. C'est ça un peu qu'on va chercher à faire à travers cela. Donc, la spirale, qu'est-ce que c'est? Mais c'est effectivement, c'est cette notion de créer un mouvement spiralé qui va faire que justement, il y a donc une forme d'évolution de ma conscience qui va se faire par la capacité que j'ai d'apprivoiser chacune des énergies de mes chakras. Et c'est dans ce sens-là que ça va devenir évolutif, puisque plus j'accepte que cette énergie-là circule harmonieusement dans mes chakras, bien, plus je peux accéder à un processus évolutif en moi. Que faire avec nos besoins et nos frustrations? Bien, évidemment, c'est une question qui mérite à quelque part d'être répondue, je dirais, pour commencer. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait avec nos besoins et nos frustrations? La première chose, c'est qu'on a à les accueillir. Première chose, on doit apprendre à les accepter. Les accepter, c'est que, par exemple, comme j'ai dit tantôt, face au communicateur, moi, je suis né sur Terre, puis je n'ai pas choisi, par exemple, d'être colérique, par exemple, OK? J'ai appris à être colérique parce qu'il y a des événements dans ma vie qui m'ont amené à développer la colère. Donc, si j'accepte cette idée-là, ça veut dire que j'accepte que je suis colérique, je me rends responsable de la colère. Je dis pas que c'est la faute de l'autre. Je dis, OK, il y a des événements qui sont produits et moi, j'ai développé l'état de conscience de la colère pour finalement faire face à certaines situations, certaines blessures que moi j'ai vécues. Donc, quand je prends conscience de ça, je deviens responsable de ma colère, je prends conscience que c'est moi qui suis en colère, c'est donc moi qui en est responsable et je peux apprendre maintenant à questionner la colère pour la faire parler. Donc, la colère va commencer à me parler de moi, elle va commencer à me parler pourquoi je suis en colère, c'est quoi le message qui s'exprime de cette colère-là. C'est là qu'on parle d'un besoin, c'est-à-dire qu'on va comprendre que l'émotion de colère, elle cache un besoin qui est en moi que je n'exprime pas. Pourquoi je ne l'exprime pas? Mais parce que j'en ai peur, parce que quelque part, je m'en suis déconnecté, parce que j'ai l'impression qu'on me rejetterait, qu'on m'abandonnerait, ainsi de suite. Donc, on comprend ici que l'émotion a donc un message à me transmettre et ce message-là me permet, moi, ensuite, de pouvoir justement l'accueillir. Et l'accueillir va consister ensuite à me réunifier à elle, c'est-à-dire être capable de prendre l'émotion et de faire la paix avec elle pour que je fasse que je ne sois plus en conflit avec l'émotion, mais que l'émotion devienne une énergie qui circule en moi d'une façon équilibrée et harmonieuse. Alors ça, c'est un processus de guérison qui va se faire à travers justement l'enseignement de la pleine conscience intuitive, mais c'est certain que d'un point de vue simplement humain, je dirais qu'on a tendance, nous, à négliger les émotions parce qu'on a l'impression que les émotions sont provoquées par l'extérieur. Elles sont provoquées par la personne qui m'a dit quelque chose de pas gentil, ça m'a mis en colère. Puis à cause d'elle, je me suis mis à l'engueuler. Mais parce j'avais raison d'engueuler parce qu'elle m'avait dit quelque chose de pas correct. Alors, vous voyez que là, on tombe dans un piège parce qu'on tombe dans une position d'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité fait de nous un être qui attend de l'autre personne des changements, alors qu'on a à faire des changements pour qu'on puisse retrouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça, je pense, qui est important, donc, de reconnaître par rapport à ça. Donc, j'espère que je réponds un peu à la question que tu m'as posée, que vous m'avez posée, QCOM. Et donc, si je reviens avec la notion de soin, c'est-à-dire que la lecture intuitive va me permettre de voyager dans mes chakras et de finalement reconnaître cette forme d'ascension et de descente, hein, c'est-à-dire que les chakras, il y a un mouvement qui part du chakra racine pour monter jusqu'au chakra couronne, mais il y a un mouvement également qui part du chakra couronne pour redescendre vers mon chakra du chakra racine. Donc, cette idée de mouvement spiralé, à quelque part ascendant et descendant, va me permettre donc de comprendre de quelle façon que moi, j'assume justement ces 7 expressions-là qui sont en moi. Et dans ce sens-là, bien évidemment, la lecture intuitive va me permettre de comprendre les états de conscience qui animent mes chakras. Les états de conscience, ce sont des énergies qui ne sont pas en plein état d'harmonie avec mon être et qui vont finalement m'informer de comportements que j'ai développés pour faire face à ma réalité. Par exemple, si je reviens avec l'exemple de la colère, ben moi, si je me mets à la fois qu'une personne qui aurait un état de conscience de colère en l'état d'elle-même, ben je verrais donc une expression de cette personne-là dans son champ subtil où elle sera en colère. Maintenant, cette personne-là, cette énergie qui est en colère, je prendrai le temps de lui demander qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est en colère, etc. Et je chercherai à lui donner ce dont elle a besoin pour que justement, je puisse voir apparaître un potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est que l'énergie de colère est une réaction
qui m'empêche d'accéder à mon potentiel évolutif. C'est un peu comme si la colère a été générée par une blessure et la blessure m'empêche donc effectivement d'être en paix avec l'énergie qui est en moi. Donc, c'est ça qui va générer la colère et qui va m'empêcher de me relier à elle. Donc, tout le travail de questionnement va me permettre d'arriver à comprendre que l'état de conscience de colère qui anime la personne, ben, elle a une raison d'être et qu'à partir du moment que je comprends sa raison d'être, ben, je peux effectivement l'accueillir, puis je peux ensuite faire des actions pour changer son état, pour m'amener donc à voir le potentiel évolutif chez la personne. Et c'est là qu'on a commencé à rétablir l'équilibre chez mon partenaire à ce moment-là. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment une démarche d'ordre intuitive dont je vous parle. Est-ce que les familles d'âme et les blessures qui sont liées correspondent aux blessures décrites par Lise Bourbeau? Ils peuvent se voir à travers notre corps, comme dans son livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Tu vois, ce que tu fais référence en parlant de Lise Bourbeau et des blessures émotionnelles liées à son livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, il faut savoir qu'elle-même s'est inspirée de Pierre Akos et Pierre Akos est lui-même inspiré de Wilhelm Reich. Je vous parle de ça parce que justement, c'est une information que je voulais vous donner. Et Wilhelm Reich est très intéressant parce que c'est lui qui est un psychanalyste d'origine, qui a créé qui est en conflit avec Freud et qui a vraiment une vision de la psychanalyse, de l'inconscient, en disant que l'inconscient n'est pas juste dans la tête, mais il est dans le corps et dans les structures musculaires du corps. C'est ça, quelque part, qui a amené justement cette observation de pouvoir dire, bon, ben, telle personne a un certain type de corps, donc c'est un type oral, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui est intéressant. Maintenant, par rapport à la démarche que je fais, c'est évident que non, on ne va pas chercher à mettre en évidence l'aspect corporel. Pourquoi? Parce que l'aspect corporel est un espace figé. Et cet espace figé est beaucoup moins intéressant parce que ça voudrait dire quelque part qu'on travaille quelque chose qui n'est pas en mouvement. La spirale évolutive, elle met en évidence à quelque part que l'être humain est en perpétuel mouvement. Et ce perpétuel mouvement-là, bien évidemment, va nous permettre justement de pouvoir chercher à faire un travail sur la personne pour que son champ énergétique soit de plus en plus en harmonie avec la matière. Et c'est de cette façon-là qu'on va permettre justement, d'une part, l'optimisation de la santé, parce qu'il y a des techniques énergétiques autour des chakras qui vont être effectuées, qui proviennent de la guérison, des techniques pour équilibrer les chakras, qui vont finalement être un peu comme une genre de musculature. En fin de compte, je muscle mes chakras par des exercices énergétiques qui font que chacun de mes chakras développe une plus grande capacité à accueillir les énergies cosmiques provenant du ciel et l'énergie tellurique de la Terre. Donc, ça va être un premier élément, c'est que les chakras vont donc, on va chercher à augmenter leur capacité à être équilibrés d'un point de vue énergétique. Et d'autre part, à partir du moment où on a bien compris que l'énergie circule mieux dans nos chakras, ben on augmente notre potentiel santé. Ce qu'on va chercher à faire ensuite, c'est qu'on va ensuite travailler sur les états de conscience. C'est-à-dire que chacun des chakras peuvent être animés par des états de conscience. Ces états de conscience, ce sont des personnages. Alors, le personnage, le colérique, par exemple, est un personnage, pour en donner un. Donc, le colérique peut être une énergie que je peux voir dans un champ énergétique et le colérique, ben, quelque part, a quelque chose à me transmettre comme information, pourquoi il est en colère, quelle est sa raison d'être, quel est son besoin. Et c'est là qu'évidemment, on va pouvoir faire un travail avec notre partenaire, par exemple, pour qu'il y ait une harmonie entre la colère, l'état de colère qui est présent, et elle-même, pour qu'il y ait une forme de travail d'harmonisation et de paix intérieure qui puisse se faire. Donc, on va travailler d'un point de vue énergétique et d'un point de vue psycho-émotionnel et d'un point de vue spirituel, on va simplement chercher à travailler sur, par exemple, la colère, pour évaluer de quelle façon que cette énergie de colère, elle est reliée à la dimension spirituelle. Et de cette façon-là aussi, on va chercher justement à pouvoir aider cette énergie-là à ce qu'elle puisse justement mettre en lumière finalement les raisons d'être des blocages qui peuvent être présents à des niveaux plus subtils et de faire en sorte qu'il y ait une harmonie encore plus profonde qui puisse s'effectuer. Parce que vous l'avez vu, que dans les 3 premières présentations que j'ai faites, vous avez fait une présentation sur la dimension énergétique, les dimensions psycho-émotionnelles et la dimension spirituelle. Et on a vu quelque part qu'il était possible d'observer un travail intuitif avec des lunettes différentes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psycho-émotionnel, d'un point de vue plus spirituel. Et dans la spirale évolutive, on tient compte de ces 3 aspects-là dans le travail qu'on va effectuer pour chercher justement à amener une harmonie de plus en plus importante dans la structure des chakras.
L'autre élément qui va être important, bon, il y a Marie qui me dit, pouvez-vous donner les noms par écrit, merci. Ah ben, je ne pourrais pas le faire là tout de suite. Donc, ça pourrait être une question qui pourrait être posée par mail, si vous voulez. Je pourrais vous écrire les coordonnées des personnes, mais c'est William Reich. Reich, R-E-I-C-H. Donc, je vais les noter. OK, merci. Et puis, la colère, on peut voir dans n'importe quel chakra. Oui, on peut justement, c'est ça, c'est que là, j'ai présenté une présentation qui pourrait donner l'impression que, OK, bon, le bâtisseur, abandon, vous voyez qu'on pourrait tomber dans quelque chose de figé. Et moi, ce que je veux faire comprendre, justement, c'est que quand on comprend quelque part que tout est en mouvement dans la structure énergétique, tout ce que je viens de vous nommer, quelque part, qui donne une indication d'une genre de grille de lecture, bien, toutes les possibilités existent. C'est-à-dire que cette grille de lecture n'est pas figée, puis n'est pas compartimentée d'une façon rigide. Par exemple, je pourrais vous donner un exemple. Je pourrais vous parler de quelqu'un qui serait un serviteur. Et le serviteur, donc, et je pourrais constater que le serviteur, ben, finalement, est habité par le bâtisseur, pour donner un exemple. OK? Alors, vous voyez que, encore une fois, on comprend ici que toutes les possibilités sont là. Et pourquoi elles sont là? Parce que quand on est dans une démarche intuitive, on n'est pas dans une démarche fermer et figer les choses. On accepte à quelque part que l'information intuitive va se manifester à nous comme un langage intelligent et non pas un langage qui est basé sur une rationalité logique et intellectuelle. On va accepter que tout est en mouvement et on va comprendre effectivement qu'il y a un langage intuitif qui va ressortir de la démarche que l'on va faire. Et c'est ça, quelque part, qui est intéressant. Donc, moi, ce que je vous donne, l'idée de la spirale évolutive, c'est comme des grilles de lecture qui vous permettent donc d'avoir des barèmes pour comprendre ce qui se passe. Mais à partir du moment que ces barèmes sont là, on doit accepter que le langage intuitif n'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui est en mouvement et c'est ça qui va être intéressant de pouvoir reconnaître dans la démarche. Et évidemment, qu'est-ce qui est intéressant quand on comprend quelque part que cette spirale évolutive, elle se fait dans le subtil, ça veut donc dire quelque part qu'on n'est jamais en train de figer un état ou une situation. On est en train de reconnaître que tout est en processus de transformation, ce qui veut donc dire qu'il est possible d'interagir avec les énergies pour favoriser donc une circulation de plus en plus fluide et de plus en plus harmonieuse. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important également à bien reconnaître aussi. Donc, évidemment, on pourrait continuer bien longtemps, mais vous avez posé des questions, ça va amener un petit peu dans diverses directions. J'espère que j'ai pu répondre à chacune d'elles et que j'ai pu vous donner un petit peu une idée de à quoi ressemblait donc cette spirale évolutive. Si vous voulez, j'avais peut-être, pour donner encore plus de facilité à comprendre ce qu'il en est, on pourrait peut-être faire des démonstrations sur ce thème-là de la spirale évolutive et voir qu'est-ce qui en résulterait. Ça vous permettrait de mieux comprendre peut-être. OK, Delphinou qui me dit, j'aimerais bien savoir quelle catégorie d'âme je suis, merci. Alors, donc, c'est bien évident, quelque part, que ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que je ne veux pas figer des situations par rapport à vous. OK? La famille d'âme, on a cette expression, en fin de compte, on a tous des composantes et on a tous un mélange d'expressions de ça. OK? Donc, c'est très rare qu'on va avoir des gens qui vont avoir une expression ultime. Donc, la richesse de ça, c'est que justement, ça met en évidence à quelque part la subtilité de toutes les composantes humaines qui peuvent être présentes en nous. Donc, Delphinou, je vais répondre à tes questions après avoir mis ce petit élément-là que je voulais préciser. J'aimerais savoir quelle catégorie d'âme je suis, merci. Ça, Delphinou, la première chose que moi je te dirais qui me vient dans l'idée de ce que je perçois, c'est la gorge. Donc, c'est sûr qu'on pourrait dire logiquement que c'est le créateur qui est exprimé là-dedans. Mais tu vois, ce que je sens là-dedans, c'est un peu comme cette vision d'un créateur qui veut trop parler, qui veut trop dire, qui veut trop expliquer, qui veut trop, à quelque part, être vrai. Hein? Et là, on voit, quand je dis être vrai, on pourrait dire, mais c'est communicateur. Tu vois, donc, il y a une relation entre le créateur, la gorge, et le chakra sacré dans ton cas. Et au niveau de la gorge, c'est un peu comme sipoumoner. Sipoumoner de quoi? C'est sipoumoner parce que je vais être le plus vrai possible, qui est donc relié au chakra sacré. Hein? Je vais être le plus vrai possible, je vais être le plus à nu possible. Puis à mon avis, moi, ce que je te dirais, c'est calme-toi, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, non pas pour être tout insulté, mais tais-toi dans le sens, à quelque part, de reconnecter justement avec moi, ce que j'appelle le silence. Le silence, c'est que quand on reconnaît qu'on est dans un silence,
on peut prendre le temps de ressentir dans notre corps, notre ventre, notre chakra sacré, et de reconnaître à quelque part le rejet, de reconnaître à quelque part la souffrance, la douleur qui peut être associée au rejet, et de nous amener à nous rendre compte, de dire, mais peut-être que finalement, j'ai plus envie de souffrir, moi, j'ai plus envie de continuer à m'époumoner envers des gens qui ne veulent peut-être pas m'écouter ou m'entendre, puis d'accepter justement peut-être de constater qu'effectivement, j'expérimente un rejet, que j'ai peut-être plus envie de vivre ce rejet-là, j'ai peut-être envie de vivre d'autres choses. Alors, toi, c'est ça un peu que je te dirais, Delphine. Donc, d'une part, on aurait pu dire que tu étais créateur, parce que c'était la gorge qui s'exprimait dans un premier temps, mais on voit ici que quand on interagit un peu avec l'énergie, que c'est davantage l'expression du communicateur qui est présent. Est-ce que maintenant, est-ce que ton expression de l'âme, c'est le communicateur hors de tout doute? Je te dirais que présentement, c'est ce que c'est. Avec le développement de tes chakras, avec le développement de l'évolution de l'être humain que tu es, puis évidemment, à travers un soin peut-être plus approfondi, on pourrait arriver à trouver une expression plus équilibrée, mais certainement que le communicateur est une expression importante chez toi. Je ne sais pas si tu as des commentaires, si tu veux nous revenir là-dessus, Delphine, tu peux le faire, bien sûr. J'avais une autre question que je vais essayer de voir, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui étaient posées. J'essaie de voir où est-ce qu'on en était. Il y avait Alexandre, donc j'essaie d'y aller par ordre de priorité, hein, par chacun. Donc, il y a Alexandre qui dit « Quelle famille d'âmes devrais-je accorder mon attention pour augmenter mon potentiel évolutif? » Je vais aller voir si Delphine nous a répondu. Oui, je suis d'accord. OK, c'est bien, Delphine. Donc, OK. Donc, évidemment, c'est des petits échantillons qu'on fait ensemble. Hein. Ce n'est pas des lectures très approfondies, mais ça vous permet un petit peu de voir comment ça peut fonctionner la spirale évolutive. Donc, Alexandre. Mais toi, Alexandre, la première chose que je te dirais, c'est le bâtisseur. OK? Et le bâtisseur, et je veux dire ça d'une façon caricaturale en disant qu'il est dans la boue, le bâtisseur. Et quand je dis qu'il est dans la boue, je veux dire par là quelque part qu'il est sale, un peu comme sale. Alors, le bâtisseur, finalement, c'est quelqu'un qui apprend à reconnaître, à vivre avec la vie, avec la matière, puis à développer finalement dans la matière quelque chose qui va lui... Il va utiliser la matière pour se réaliser, tu vois. Puis moi, ce que je vois de toi, dans l'image que je perçois, c'est un peu comme quelqu'un qui utilise la matière, non pas comme quelque chose qui va lui permettre de se réaliser, mais comme quelque chose qui va lui permettre de s'enliser. Alors, c'est une exagération quand je dis ça comme ça, hein. Mais s'enliser, pourquoi? C'est cette espèce d'impression de l'immobilisme. Tu sais, quand on est dans l'immobilisme, on ne bouge pas. Et quand on ne bouge pas, bon, on essaie quelque part de ne pas faire d'action qu'on pourrait regretter. Mais à un moment donné, ça devient excessif, c'est-à-dire qu'on devient finalement un peu immobile dans l'action, on ne fait plus d'action en fin de compte. Et parce qu'on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans les réalisations dans la matière. On devient finalement quelqu'un qui observe la vie passer, mais on n'est pas en train de la vivre, tu vois. Alors, c'est ça un peu qu'on sent dans l'expression du bâtisseur. Donc, je te dirais que c'est certainement le bâtisseur que tu as besoin de développer. Pourquoi? Parce que le bâtisseur va te permettre de faire quoi? Il va te permettre de te réaliser va te permettre de te réaliser de quelle façon dans la matière par des actions et des gestes concrets. Quand on dit laisser des traces sur le sol, le bâtisseur, c'est les deux pieds dans le sol. Quand il marche sur le sol de terre, il va laisser des marques, des empreintes. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait que tu apprennes à développer plus spécifiquement. C'est un petit peu ce que je te dirais par rapport à ça. Évidemment, c'est une petite information, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais te dire. Donc, après, Alexandre, si tu as un commentaire, bien sûr que tu peux me le faire savoir. Oui, mon micro est ouvert, effectivement. Ben, effectivement, je suis d'accord avec ça. Surtout le fait de fumer du cannabis, ça nourrissait beaucoup ça, cette évasion-là, le fait que je ne bâtis pas, effectivement. Puis en plus, avec la venue du contexte actuel, du COVID, puis tout ça, que je trouvais ça, il y a beaucoup d'injustice, puis je vois à quel point que, en fait, c'est que on dirait c'est que j'ai comme perdu pied à vouloir avancer encore plus euh, avec toute la situation que je vois, le constat que je fais de la réalité, mais là, je suis en train de reprendre goût, je te dirais, à bâtir, justement, parce que j'attendrai pas, je ne veux plus attendre de la société pour que j'aie le goût de bâtir, mais plutôt de bâtir pour moi-même, en fait.
C'est un peu mal expliqué, excusez-moi. Non, j'ai beaucoup compris, en tout cas, parce que j'ai compris. Mais tu vois, ce que je dirais par rapport à ça, évidemment, c'est tantôt, on a posé une question sur comment faire pour mieux comprendre nos besoins, etc. Puis la chose que j'ai dit, c'est responsabilité. Et puis, effectivement, je comprends très bien ta situation par rapport à ce que tu décris. Mais évidemment, la responsabilité, c'est de nous rendre conscients qu'actuellement, on a une responsabilité. Par rapport à tout ce qui peut se passer dans la vie, on peut, nous, à quelque part, on peut s'effondrer. Il y a plein de réactions émotionnelles qui peuvent être vécues, mais finalement, qu'est-ce qui va nous être le plus favorable? Par rapport à de quelle façon on va se sentir le mieux? À l'intérieur, évidemment, des conditions qui ne sont pas trop faciles, on est d'accord. Mais en même temps, de quelle façon qu'on peut exprimer le mieux notre nature humaine pour apprendre justement à être un bâtisseur à l'intérieur de contraintes qui peuvent exister, mais de quelle façon qu'on peut trouver une voie d'expression. C'est clair que c'est reconnu de se rappeler que nous sommes responsables d'énergie et qu'on peut faire des actions pour changer les choses. Tu as la bonne solution maintenant. Exactement. Merci beaucoup. C'est toujours aussi apprécié. Merci. OK, donc Cathy, je crois, peut-être qui s'était proposée, elle me disait oui, donc je présume que c'est parce qu'elle voulait. Donc, on va aller avec Cathy. Ça, Cathy, toi, c'est vraiment le spirituel chez toi, OK? Et le spirituel, évidemment, quand on a, toi, tantôt on parlait, c'est quoi la spirale évolutive? Quand on a un chakra couronne très développé, par exemple, mais qu'on a une absence énergétique dans le bas de notre corps, c'est-à-dire que les autres chakras n'ont pas une forte énergie. Ça veut donc dire qu'il y a une suractivité dans le haut du corps, puis une sous-activité dans le bas du corps. Donc, ça veut donc dire quelque part qu'on devient trop dans le haut de notre corps, et ça devient quelque part quelqu'un qui va déraciner ça, tu vois. Et pour moi, déraciner, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire j'ai peur, moi, je ne veux pas m'incarner dans le monde terrestre parce que le monde terrestre est dangereux, parce que quelque part, ça me fait peur, parce que je le crains, parce que j'ai de l'appréhension vis-à-vis de lui. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut sentir. Puis, c'est sûr que ce que je sens aussi, c'est que le guerrier chez toi a été blessé profondément parce que tu as essayé de t'affirmer, tu as essayé d'exprimer des choses, peut-être avec trop de force, justement, peut-être avec trop de véhémence, et qu'évidemment, ton entourage n'a peut-être pas bien accueilli ça et ça t'a blessé toi. Et le fait que ça a été blessé, mais ça t'a amené encore plus à valoriser le spirituel en te disant, je ne veux plus être sur Terre, je ne veux plus être connecté avec les êtres humains, c'est trop dangereux, ils font trop mal. Et toi, il y a quelque chose de cet ordre-là que je te dirais par rapport à ça. Puis, c'est sûr que la solution, si on vient avec le bâtisseur, parce que le bâtisseur, c'est l'ancrage, et dans ton cas, tu as besoin de cet ancrage-là. Donc, on peut sentir que ce que le bâtisseur te propose, finalement, c'est de renouer contact, ce que j'appellerais avec la facilité. La facilité, c'est que des fois, on a des grands projets qui sont tellement complexement difficiles à mettre en place qu'on ne sera jamais capable de les réaliser. Et je pense que c'est intéressant pour toi peut-être de chercher justement à reconnaître cette volonté que tu as d'aller vers la facilité. La facilité, c'est quel est le chemin le plus simple dans ma vie actuellement pour arriver à me réaliser sans passer par des voies compliquées. Ce serait un peu comme ça que je te proposerais de procéder à ce niveau-là. Donc, j'espère que ça te convenait. Si tu as un petit mot à me dire, tu peux le faire savoir. Je vais essayer ensuite de voir on ne peut pas tout le faire parce que je crois qu'il y en a trop. Mais donc, je vais aller voir. Il y a Élise maintenant que je vois qui a demandé. Oui, Élise, ce que je te dirais, c'est que ça touche le communicateur pour moi dans le sens du chakra sacré et ça touche à quelque part, je dirais, tu sais, quand on dit s'aimer, s'accepter, se soutenir, se supporter, se nourrir, se soutenir, s'apprécier, s'aimer, accepter à quelque part quelque chose qui est en soi. Je sens qu'il y a une forme de dureté envers toi. Et cette dureté-là, elle est beaucoup reliée donc au chakra sacré, un peu comme quelqu'un qui refusait, qui se rejetait finalement et qui ne se donnait pas à quelque part la permission de reconnaître la femme qu'elle est. Et quand on accepte d'être qui on est, ben, ça nous donne l'opportunité de pouvoir commencer à constater que cette femme-là, ben, ce n'est pas de sa faute. Hein? Elle est ce qu'elle est. On est ce qu'on est, en fin de compte. Puis, si on accepte qui on est, ben, on se donne la permission de faire valoir qu'on est ça. Et on cherche à trouver des gens qui vont être capables de nous accueillir et de nous accepter dans ce que l'on est. Parce qu'à quelque part, il y a des êtres humains qui vont nous ressembler puis qui vont sentir qu'on est, ils vont se sentir en accord avec nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important de comprendre que l'être humain, finalement,
des fois, on s'entête à se relier à des êtres humains qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont nous aider à cheminer, à progresser, parce qu'ils vont nous solliciter, puis ils vont finalement nous blesser. Parce qu'à quelque part, ils ne sont pas capables de nous accepter tel qu'on est. Alors, nous, on tombe dans une blessure émotionnelle qui fait qu'on est tout le temps en train de vouloir se débattre avec eux, puis on s'éloigne de notre nature fondamentale. Et ça, je pense que ça serait quelque chose que tu pourrais certainement regarder en toi. Comment toi, tu peux te responsabiliser par rapport à ce que toi, tu veux de ta vie et de quelle façon que tu peux te retrouver dans un entourage qui va te donner la permission d'être qui tu es. C'est un petit peu que ça que je te dirais, Élise, à ce niveau-là. Cathy me disait donc que oui, ça convenait, donc c'est bien. D'accord, d'accord. Donc, on va continuer. Peut-être une dernière personne. C'est toi, est-ce que je suis dans toute la ligne? Il y avait Lise. OK. Ensuite, il y a Christelle qui était là. Quelle catégorie d'âme pour moi? Donc, vous l'avez compris que l'âme, à quelque part, hein, on doit arriver à faire un soin un peu plus approfondi pour être capable d'aller chercher l'essence fondamentale de l'être que nous sommes. Et ça peut évoluer dans le temps aussi, parce qu'il y a un développement au niveau de nos chakras. Et ce développement au niveau de nos chakras fait quelque part qu'on arrive à trouver une voie d'expression qui se développe, parce que les 7 familles d'âmes, finalement, on les possède tous, en quelque sorte. Et par contre, il y en a qui sont plus inaccessibles que d'autres. Et tout le travail qu'on va faire dans une vie, c'est d'apprivoiser les familles d'âmes, quelquefois, qui sont plus difficiles à maîtriser et à intégrer en soi. Donc, dans ce sens-là, il y a des énergies, des familles d'âmes qu'on peut très bien maîtriser, puis il y en a d'autres qu'on ne maîtrise pas, et c'est peut-être celles qu'on ne maîtrise pas qu'on doit apprendre à développer, plutôt que celles qu'on a déjà acquis. Alors, c'est ça un peu l'idée. Hein? Dans ce sens-là, je vous invite à être vraiment conscient quelque part de cette idée d'une dynamique, une spirale évolutive, c'est quelque chose qui est en mouvement, et c'est un peu l'idée de ça. Donc, j'étais rendu donc à l'étape de Christelle, c'est ça? Hein? À toi, Christelle, je te parlerai du bâtisseur pour toi pour commencer, parce que c'est un peu comme le sentiment tu sais, quand on dit avoir perdu quelque chose, tu sais, on a tout perdu. Alors, ça touche le bâtisseur. Le bâtisseur, finalement, c'est quelqu'un qui cherche à construire. Et quand on cherche à construire, ben, quelque part, on cherche le plus possible à se réaliser dans la matière. Puis évidemment, dans la vie, il se peut, quelque part, que cette volonté de se réaliser dans la matière, ben, on ne soit pas capable de la réaliser comme on l'aurait souhaité, parce qu'on ne va pas être capable, justement, de pouvoir exprimer quelque part, d'atteindre notre objectif finalement, tu vois. Et c'est un petit peu que je sens dans un premier temps chez toi, Christelle, comme l'impression d'avoir tout perdu. C'est comme ça que je perçois ça. Et ce que je sens de cette perte-là, quelque part, c'est beaucoup relié à j'ai perdu finalement beaucoup, mais par rapport à ce que les autres voulaient de moi. C'est un peu comme si j'avais l'impression que je voulais quelque chose, mais c'est quelque chose que je voulais, c'est beaucoup les autres qui m'avaient invité à le vouloir. Et que là, aujourd'hui, je suis en train de perdre quelque chose, mais ce quelque chose que je suis en train de perdre, c'est peut-être finalement ce que les autres voulaient que je sois. Et que finalement, je suis en train de me donner la permission de me reconnecter avec qui je suis. Et c'est presque gênant d'arriver à se dire, bon, maintenant, je suis en train de me reconnaître le droit d'être qui je suis, maintenant que je suis en train de perdre quelque chose, hein, de perdre un certain nombre d'acquis. Je suis en train de me donner la permission de me reconquérir en quelque sorte. Alors, il y a quelque chose de positif là-dedans, moi, je te dirais, parce que ça te donne le sentiment, justement, que l'idée de bâtisseur, finalement, va pouvoir enfin bâtir véritablement. Parce que le bâtisseur qui ne fonctionnait pas sur ses traces à lui, ben, fonctionnait sur les traces des autres. Et quand il se reconnaît le droit de fonctionner sur ses traces, ben, ça lui permet de constater que peut-être que le chemin qu'il a envie de prendre n'est peut-être pas le chemin aussi important puis aussi grandiloquent que ce que les autres voulaient qu'il prenne, mais il va être beaucoup plus heureux dans le chemin qui va lui permettre de prendre. Tu vois, c'est ça un peu que je sens de cette démarche-là, Christelle. Je ne sais pas si tu as des commentaires à donner par rapport à ça. Construire plus loin ce chemin de la spiritualité, pas dans la matière, car là, tout va bien pour moi. Mais merci, Sylvain. OK. Donc, c'est à voir, mais toi, moi, tu me parles du chemin de la spiritualité.
certainement que le chemin de spiritualité peut se manifester, mais c'est à travers justement cette voie terrestre, cette voie d'incarnation qui nous permet justement de pouvoir réaliser ce que l'on est. Mais bon, voilà, ça serait un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, on est à 15h43 ou à 19h, 21h43. Je m'étais dit que ça durait à peu près 2 heures comme événement. J'ai peut-être des petites présentations à faire. Vous savez qu'il y a donc un week-end d'introduction sur la pleine conscience intuitive qui s'appelle Renouer contact avec sa mission de vie, qui a lieu donc le 23 et 24 octobre. Et cet atelier-là, c'est peut-être une occasion pour ceux qui sont intéressés, évidemment, donc de découvrir la spirale évolutive, puisqu'on va l'aborder à travers l'atelier. Donc, la première, il y a 4 mini-ateliers dans cet atelier-là de week-end. Ça commence donc le matin, ça se finit l'après-midi, en fin de journée, comme un week-end classique, mais ça se fait en ligne. Et dans ce week-end-là, évidemment, qu'est-ce qui va être vu? C'est que le premier mini-atelier, c'est identifier sa mission de vie. Donc, vous allez apprendre par vous-même à explorer justement les techniques de base de la pleine conscience intuitive pour apprendre justement à identifier la mission de vie qui serait la plus active en vous actuellement. Puis évidemment, moi, je vais vous aider parce qu'évidemment, je peux vous percevoir avec vous, donc je peux vous aider à vous accompagner là-dedans. Mais là, vous allez vraiment faire par vous-même. Donc, il y a des techniques de base qui sont enseignées, puis ensuite, on apprend à découvrir comment fonctionne la lecture intuitive. C'est ça qu'on va chercher à faire dans ce premier atelier-là. Donc, c'est dans ce thème-là que vous allez expérimenter cette notion de mission de vie-là, que vous allez identifier par vous-même. Lors du deuxième atelier, c'est se réunifier à soi, dans lequel on inclut, donc le premier atelier, c'est la lecture intuitive qu'on explore. Dans le deuxième mini-atelier, c'est la lecture intuitive et la déprogrammation de la mémoire cellulaire et le soin. Donc, on aborde 3 aspects dans ce même mini-atelier-là et on découvre une technique qui s'appelle la technique de réunification, qui est une technique dans laquelle on apprend à faire la paix avec soi, à se réunifier à soi-même. Et se réunifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que moi, dans mon propre champ énergétique, il y a des énergies qui existent en moi qui sont en conflit avec moi-même. Et la réunification va consister justement à me remettre en contact avec ces énergies avec lesquelles je suis en conflit pour faire une lecture intuitive, une déprogrammation et un soin pour me donner l'opportunité de me réunifier à ces énergies-là, pour ne plus être en conflit avec elles. Alors, c'est ça un peu qu'on découvre dans ce deuxième atelier-là. Puis, le troisième atelier, ça s'appelle Auto-guérison. Et dans ce troisième mini-atelier-là, vous allez apprendre à développer des techniques d'auto-guérison sur vous-même, donc des techniques qui proviennent des guérisons, des guérisseurs. Moi, j'étais formé avec des guérisseurs, donc ce sont des techniques que j'ai gardées suite à cet enseignement-là, que j'ai expérimenté, tout ça, puis que je trouve intéressant à enseigner pour faire un travail sur soi. Donc, il y a 3 techniques d'auto-guérison qui sont vues dans cet atelier-là. Et pourquoi c'est utiliser ces techniques d'auto-guérison-là? C'est soit pour se soigner, pour se guérir, et c'est soit pour également favoriser le potentiel santé. C'est donc de permettre justement à augmenter notre potentiel santé. Vous voyez, c'est ça un peu qui va être vu donc dans le 3e mini-atelier, l'auto-guérison. Le 4e mini-atelier, c'est une pratique avec un partenaire. C'est-à-dire que là, on va reprendre la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins, et on va l'appliquer sur un partenaire. Alors, avec Zoom, ça nous permet donc de créer des petites salles, en fin de compte, où chaque couple qu'on va identifier entre vous va pouvoir pratiquer ensemble dans une petite salle. Et puis ensuite, quand ils vont, après un certain temps, ils vont pouvoir revenir pour pouvoir justement exprimer quelque part comment s'est passé cet exercice-là, qui est toujours très apprécié, bien sûr, parce qu'on se dit toujours que c'est compliqué de développer ces habiletés-là. On a même l'impression que ça appartient à des gens qui ont des dons. Et là, après 2 journées, on découvre finalement qu'on est capable de le faire. Maintenant, évidemment, on est capable de le faire, mais avec une certaine habileté, puis évidemment, pour être capable de la parfaire, cette habileté-là, mais il faut la pratiquer, bien sûr. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en criant ciseaux, c'est quelque chose qu'on va apprendre à apprivoiser par la suite. Et après ça, après ce week-end-là, vous avez eu donc 2 journées d'enseignement. Vous allez avoir après ça, après un certain temps qui va être déterminé par le groupe, un webinaire d'intégration, c'est-à-dire qu'on va se remettre en contact ensemble, on va se retrouver dans une salle Zoom et on va regarder ensemble comment a été votre pratique, tant sur vous-même que vers un partenaire. Puis je vais prendre le temps donc de répondre à toutes les questions qui vont être présentes pour vous concernant cette pratique-là. Vous avez également une série de 3 ateliers qui sont proposés, qui sont des ateliers qui ont été faits, qui présentent un petit peu la pleine conscience intuitive, qui vous sont offerts gratuitement
lors de ce week-end-là, OK, qui est en promotion en quelque sorte. Et aujourd'hui, parce que justement, il y a un petit spécial aujourd'hui que j'avais envie d'amener sur ce week-end-là, puisque c'est un week-end qui inaugure un peu la spirale évolutive, parce que vous savez qu'il y a un livre qui va sortir très bientôt. Donc, c'est un petit peu pour, entre guillemets, fêter ça, que j'avais envie de vous offrir une consultation d'1 heure en plus pour le week-end. Donc, c'est 250 € ou dollars ce week-end-là. Et ça inclut tout ce que je vous ai nommé. Il y a également le livre, la version PDF du livre Décodage intuitif et soins psycho-énergétiques qui est offert également, qui vous est proposé également. Donc, si ça vous dit, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis évidemment, j'avais donc une série de propositions qui ont été faites avec une date limite pour le 15 octobre. Donc évidemment, si vous êtes intéressé, vous pourrez jeter un coup d'œil sur le lien que je vous ai envoyé dans le mail où je vous annonçais la conférence, dans lequel vous allez retrouver les spéciaux qui étaient proposés d'ici jusqu'au 15 octobre, excusez-moi, jusqu'à minuit. Mais j'avais envie de vous parler de 2 voies plus spécifiquement qui concernent la spirale évolutive. Vous savez qu'il y a un programme d'enseignement, d'accompagnement individuel avec la spirale évolutive. Ça veut donc dire que vous apprenez à faire sur vous-même la spirale évolutive. Et donc, c'est une pratique, évidemment, qui nous permet d'augmenter notre habileté intuitive, notre habileté, donc, à intégrer la notion de déprogrammation et de soins sur soi-même. Alors, dans cet enseignement-là du programme dont je vous parle, il y a le week-end qui vous est proposé. Donc, le week-end du 23 et 24 octobre, il est inclus dans cet enseignement-là. Vous avez donc 2 programmes de préparation en ligne qui vous préparent à la pratique intuitive, qui sont un petit peu de répétition par rapport au week-end. Et vous avez donc 3 modules sur la spirale évolutive. Un sur l'énergétique, dans lequel vous allez apprendre à faire des techniques énergétiques sur les chakras. Donc, vous avez vu les techniques d'auto-guérison dans le week-end d'introduction. Et là, vous allez combiner en plus les soins sur les chakras. Donc, vous allez finalement avoir des techniques énergétiques très puissantes et très efficaces pour augmenter votre potentiel santé et favoriser la guérison grâce aux techniques que vous allez voir sur les chakras qui sont très intéressantes. Vous avez un module qui va vous permettre de travailler sur les états de conscience. Alors, tantôt, j'ai parlé de la colère, de quelle façon il est possible de travailler sur les états de conscience qui animent mon être et de quelle façon que je peux faire un travail sur ces états de conscience-là en utilisant les techniques des chakras, que je cherche à équilibrer sur les chakras. Donc, on apprend à découvrir que l'être humain que je suis est fait de chair et d'os, mais dans ma structure subtile, je peux travailler sur plein d'états de conscience qui sont en moi. Je peux travailler sur l'insomniaque, le colérique, l'indécis, celui qui est déraciné. Vous voyez, il y a tout ce qu'on peut imaginer sur lequel on peut travailler, on peut le faire. Et on peut le faire d'une façon dissociée, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur cette énergie-là, par exemple l'indécis qui est en moi, et constater que l'indécis, quand je me mets en relation avec lui, il n'y a pas de jambes. Alors, pourquoi il n'y a pas de jambes? Ça veut donc dire quelque part que le bâtiment en lui n'est pas solide. Donc, on va chercher donc à travailler de cette façon-là pour amener donc une transformation qui va nous permettre de comprendre les potentiels évolutifs qui sont en nous face à certains comportements inhibés ou perturbés qui sont en nous, afin, encore une fois, de favoriser une réunification de soi. Et il y a un 3e module qui concerne l'aspect spirituel, dans lequel on cherche justement à travailler avec ces états de conscience-là pour justement favoriser un travail au niveau plus spirituel, donc de chercher à rétablir l'alignement avec l'âme. Donc, ce sont encore là des techniques très intéressantes qui sont proposées, où on travaille avec les énergies cosmiques aussi, l'énergie de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, etc. On apprend à faire un travail là-dessus, mais intuitif toujours, pour, encore une fois, nous amener à prendre conscience que nous faisons partie d'un tout et de quelle façon que l'on peut nous s'harmoniser à ce tout-là à travers donc cet enseignement sur la spiritualité. Vous avez également 6 webinaires qui sont proposés. Donc, 6 webinaires, ça veut dire 1 fois par mois, parce que les enseignements, c'est 1 fois par mois à peu près qui vont vous être envoyés. Et un webinaire 1 fois par mois pour poser vos questions. Il y a peut-être des lectures intuitives qui peuvent être faites. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites lors de ces webinaires-là. Mais en plus de ça, vous avez 6 consultations. Et là, encore le plus, il y avait 6 consultations de 30 minutes qui étaient associées à ce programme-là. Et là, un peu pour la promotion, j'ai dit, je vais vous donner 6 consultations de 60 minutes. Alors, c'est quand même une belle valeur. Et vous avez la version du livre Décodage intuitif et soins psycho-énergétiques en version PDF. Et vous avez également le livre qui va sortir bientôt sur la spirale évolutive en version PDF également. Il faut savoir que ce livre de la spirale évolutive est près de 500 pages. Donc, c'est un livre assez costaud. Et voilà, donc c'est ça un peu que j'avais envie de vous parler de ce programme-là. Donc, pour ceux qui veulent faire une démarche plus personnelle, vous avez cette formation-là qui est de 195 € ou dollars qui est proposée, donc avec tout ce que je vous ai proposé.
Puis, vous avez pour terminer donc la spécialisation de la spirale évolutive en formation professionnelle qui inclut encore une fois le week-end d'introduction dont je vous ai parlé, le nouer contact avec sa mission de vie. Vous avez également un week-end en ligne également, mais qui vous présente un week-end de 2 jours qui aura lieu donc en janvier, qui va vous proposer donc un survol des grandes applications de la pleine conscience intuitive sur les chakras. Donc, on va vous préparer donc à l'utilisation de la pleine conscience intuitive pour travailler sur les dimensions énergétiques, psycho-émotionnelles et spirituelles des chakras. Vous avez ensuite les trois modules personnels que vous avez vus dans le programme précédent et 3 modules professionnels qui vont vous permettre justement de vraiment prendre ces applications-là et de chercher à les développer vers un partenaire pour être capable donc de faire des lectures intuitives, énergétiques, psycho-émotionnelles et spirituelles des chakras. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complet comme enseignement. Vous avez un stage de 3 jours qui va avoir pour objectif donc de favoriser l'intégration des enseignements que vous allez avoir vus lors des modules personnels et professionnels en ligne. Donc, ce stage de 3 jours-là est également en ligne, mais toujours en direct. Hein. Quand je vous parle de week-end ou de stage, c'est en voie directe. Donc, je suis là avec vous en direct pendant ces enseignements-là. Et vous avez une supervision. Donc, c'est une formation qui est certifiante. Il est possible également de bénéficier donc en France, je sais qu'il y a des gens qui peuvent des fois se faire payer leur formation par leur employeur. C'est possible de le faire dans le cadre, parce que je collabore avec une école en France et c'est possible de le faire. Il y a également un enseignement de 3 ateliers de 2 heures qui s'appelle Neurosciences et éveil qui vous est proposé, qui est très intéressant. Vous avez également une version PDF du livre Décollage intuitif et soins psychoénergétiques, une version PDF de Spirale évolutive, du livre qui va sortir bientôt, et 6 consultations de 60 minutes aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un bonus, puisque ça ne fait pas partie de la formation normalement, donc c'est quand même une belle valeur aussi. Et ça, c'est 1 995 € ou dollars pour la formation professionnelle de la spirale évolutive. Vous avez d'autres propositions, mais ça, je vais vous inviter à aller jeter un coup d'œil dans le mail que je vous avais envoyé pour découvrir cela. Et s'il y a des questions, des interrogations, vous pouvez communiquer avec moi. On va faire un plaisir de parler avec vous, de discuter de diverses possibilités et qu'est-ce qui vous apparaîtrait qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous, finalement, par rapport à l'ensemble de l'enseignement qui est proposé, parce qu'il y a plusieurs voies possibles. Il faut savoir qu'il y a un enseignement formation personnelle qui est proposé et une structure de formation professionnelle. Donc, les gens qui veulent travailler plus sur eux-mêmes vont choisir la voie plus personnelle et les gens qui veulent vraiment développer une formation plus professionnelle vont aller vers la voie plus, dite professionnelle, donc bien naturellement. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas maintenant, avant qu'on termine, je ne sais pas s'il y a des questions avant de terminer sur le sujet du jour qui est la spirale évolutive. Donc une personne qui me dit merci infiniment, très intéressant et très complet, mais tant mieux. Voilà, je regarde un petit peu les autres questions. Il y a Anaïs qui posait une question. Dominique, tu as répondu, c'est bon. Est-ce que vous auriez d'autres commentaires ou des questions? Alors, peut-être que finalement, moi, je peux peut-être faire un mot de la fin, puis si entre-temps, il y a des questions qui me sont faites, ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, la spirale évolutive, vous l'avez compris, c'est donc quelque chose vous allez entendre parler pendant un certain temps parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont autour de ce projet-là. Le livre va donc sortir peut-être dans un mois, quelque chose comme ça, probablement. Je vais vous en informer, bien sûr, si vous êtes intéressé à en savoir plus à ce sujet-là. Mais vous l'avez compris que mon objectif à moi, c'était avec la spirale évolutive, c'était de donner un langage intuitif qui permet à chacun d'entre nous d'avoir comme un peu comme un alphabet permettant de comprendre justement comment fonctionne notre relation avec l'intuition. Qu'est-ce qu'on perçoit dans l'énergie? Quand on voit un champ énergétique d'une personne et qu'on voit des choses sombres ou qu'on voit plein d'énergie, ça veut dire quoi? Alors, c'est tout ça quelque part que j'ai cherché à présenter comme dans un modèle. Et il faut savoir que dans la spirale évolutive, pour ceux qui vont aller dans la voie professionnelle, entre autres, vous allez le découvrir, on a défini, c'est quoi l'enfance chez un hyperactif, un bastien hyperactif, par exemple. C'est quoi l'enfance? C'est quoi, quelque part, sa façon de travailler? C'est dans quel milieu de travail, comment il fonctionne? De quelle façon, c'est quoi sa santé?
c'est quoi sa relation financière, c'est quoi sa relation avec le domaine financier, c'est quoi sa relation avec les relations amoureuses, amicales, etc. C'est quoi les archétypes qui sont associés à ça, c'est-à-dire c'est quoi les mémoires d'autres vies qui peuvent être en résonance avec ce type-là. Vous voyez, alors, dans le livre, il y a vraiment quelque chose de très complet et dans l'enseignement pour les professionnels, c'est là qu'on aborde vraiment tous ces sujets-là et de voir de quelle façon qu'on peut les appliquer aussi pratiquement dans le travail intuitif aussi. Donc, vous voyez que c'est ça un peu mon objectif, c'est que dans les autres livres qui vont venir par la suite, je vais continuer à essayer de donner donc une information pour que le langage intuitif puisse de plus en plus être significatif, de plus en plus parlant. Donc, ça va aider, je pense, à toutes les personnes qui sont intéressées à développer leur intuition, d'avoir une plus grande intégration, justement, une plus grande compréhension de ce qui se passe dans le subtil. Donc, tout le monde me fait des bons commentaires, donc je ne vais pas nécessairement les lire, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir dire que c'est complété. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de soirée pour ceux qui sont là. Tout le monde me dit, bon, c'est passionnant, intéressant, etc. Donc, je suis bien content que vous avez apprécié. Alors, sachez que vous avez encore du temps pour, la date limite, c'est le 15 octobre pour les inscriptions. Et évidemment, si vous avez des questions, vous me le faites savoir. Et évidemment, donc, ça me fera faire plaisir de vous revoir donc, au week-end, sinon, à un autre moment donné, pour une continuité. Dominique, est-ce que tu avais un petit quelque chose à dire avant de terminer? Bon, Dominique n'est pas là, peut-être. Alors, oui. Je suis là. Non, je n'ai strictement rien à rajouter, sauf que je remercie tous les participants qui étaient nombreux ce soir. OK. Mais je vous remercie beaucoup. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée, puis à une prochaine. Ça va me faire plaisir. Donc, au mois de novembre, il y aura une autre conférence sûrement que je vais vous inviter aussi à découvrir. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sandra Marie qui me dit, bon, ta formation apprend à faire des lectures d'âme. Ben c'est ça, je te dirais que oui. Des lectures d'âme, en fin de compte, il faut toujours faire attention avec le terme lecture d'âme. Mais lecture d'âme, c'est des lectures intuitives. Hein? Et en quelque part, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une lecture d'âme, le terme est toujours, je dirais, c'est que ça va permettre de faire quoi? Lecture énergétique au niveau des chakras. Donc, on va observer les chakras, on va observer quelque part les états énergétiques hyperactifs, hypoactifs, surchargés, etc. On va apprendre à faire des interventions pour équilibrer les chakras, pour leur permettre d'avoir une meilleure circulation énergétique. Ça, c'est une première chose qui va être faite, toujours en étant capable de questionner la raison d'être des surcharges, des hyperactivités, etc. Donc, d'arriver à comprendre d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue psycho-émotionnel, la dimension énergétique. Ensuite, dans la dimension psycho-émotionnelle, on va apprendre à découvrir que dans les chakras, il y a plein d'états de conscience qui animent les chakras. Et ces états de conscience-là, évidemment, vont permettre de comprendre de quelle façon qu'un être humain peut être dissocié de lui-même, c'est-à-dire qu'il peut être en conflit avec lui-même, et de quelle façon qu'on peut intervenir sur ces conflits-là pour, encore une fois, harmoniser notre partenaire et faire en sorte qu'il soit en état d'harmonie et d'intégration avec lui-même. Et ensuite, évidemment, dans le volet plus spirituel, on va chercher justement à reconnaître que ces états de conscience-là peuvent effectivement être en relation donc avec la dimension spirituelle. Et là, on va chercher justement à faire donc un travail pour permettre une plus grande harmonisation entre justement les énergies cosmiques qui animent notre être et cette relation avec notre âme, de chercher à travailler là-dessus. Il faut savoir que dans la formation de la pleine conscience intuitive, la spirale évolutive est une introduction en quelque sorte, c'est un genre de survol de toutes les autres spécialisations qui vont suivre par la suite. Et que la lecture d'âme, il y a une spécialisation parmi la formation qui s'appelle alignement de l'âme et soins par les guides, qui va davantage va permettre d'approfondir cette notion-là. Donc, dans l'enseignement sur les chakras, on introduit beaucoup de choses. On vous donne des bases, on vous donne les habiletés à être capable de vous soigner à l'intérieur de certaines limites. Et dans les spécialisations qui vont suivre, par exemple, les soins de l'oreille, des fascias, les coachings évolutifs et des programmations de la mémoire émotionnelle, et alignement de l'âme et soins par les guides, là, on va approfondir vraiment d'une façon plus importante tout l'enseignement. Mais vous avez quelque chose de très complet avec la spécialisation sur la spirale évolutive. Voilà. Donc, ben voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée, une belle nuit peut-être aussi pour ceux qui vont se coucher très bientôt. Et je vous dis donc à une prochaine. OK, au revoir.